Oui, bonjour à tous, Annelle Martin, je suis juriste et je travaille dans l'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle. Et moi, je ne m'appelle pas Naël Martin, je suis juriste aussi. Salut les cortiqués, aujourd'hui je vous propose une vidéo exceptionnelle avec deux invités tout aussi exceptionnels. D'abord Sébastien de la chaîne Vous avez le droit et Anaëlle Martin avec qui j'ai déjà travaillé et d'ailleurs je parle d'elle dans une autre vidéo. Alors pour information, on va aborder trois sujets. D'abord tout ce qui est lié à l'impact de l'IA sur la pratique du droit, que ce soit pour les avocats, la justice, voire même pour les étudiants en droit. On va parler aussi de propriété intellectuelle et enfin d'impact de l'IA sur tout ce qui est justement la théorie du droit. Un petit warning, même si le tournage s'est passé dans une excellente ambiance, on a vraiment, d'abord c'était passionnant comme conversation et je pense qu'on va vous apporter pas mal de petites pépites pour nourrir votre réflexion sur ce sujet. On a eu quand même quelques petits problèmes techniques qui ont été rattrapés au montage, mais soyez pas étonnés par deux ou trois petits détails agaçants. Voilà, allez, c'est parti. Salut les cortiqués, je vous l'avais promis et bienvenue pour cette vidéo en pseudo live parce qu'en fait on va enregistrer la vidéo telle qu'elle. Peut-être que je couperai deux ou trois choses parce que vu ce qu'on vient de se dire avant de démarrer la vidéo, j'ai quand même quelques peurs et quelques craintes. Aucun, hein. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais voilà. Donc je vous présente mes invités. On commence d'abord par Anaëlle. Présente-toi. Merci Jérôme. Donc, je suis, Annelle Martin, je suis juriste de formation. J'ai une thèse en droit de l'Union européenne et je travaille depuis, 4 ans dans l'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle et j'aborde également des questions, à la fois juridiques, et un peu philosophiques, notamment avec toi. Et bien sûr, alors je ne sais pas si je dois encore le présenter, une légende du YouTube et du droit, le fameux propriétaire et assistant de Tricotine, Sébastien Bavassi, Oui, le stagiaire perpétuel le de stagiaire Tricotine. perpétuel. Et Sébastien Canvet, je suis moi aussi docteur en droit, personne n'est parfait. J'ai eu la bonne ou la mauvaise idée un beau jour de faire une vidéo pour essayer de vulgariser le droit. Et je ne me doutais pas que 5 ans après, je serais en train de devenir un youtubeur professionnel puisque je vais quitter l'université à cause de mon âge plus que canonique et dans quelques mois, je serai youtubeur et twitcher à temps complet. Et donc Jérôme Fortias, je suis donc, si vous découvrez la vidéo, le créateur de cette chaîne, je fais de l'IA depuis les années 90. Je suis le seul à pas avoir de doctorat. Par contre, j'ai un diplôme de la Tricotine University en c'est déjà ça, c'est déjà ça. Voilà. Bon, plus sérieusement, dans cette vidéo, on va parler donc de droit et d'IA. On va parler d'abord des possibles impacts de l'intelligence artificielle sur la pratique du droit. On va parler aussi de tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle et peut-être même aux licences, avoir quelques discussions très intéressantes avec Sébastien, puisqu'on là, on est quand même dans sa zone de confort. Puis, on finira par une autre conversation sur un peu les travaux qu'on avait fait avec Anaël, mais on va embarquer Sébastien dans notre délire là-dessus. C'est comment on pourrait utiliser l'IA en matière de théorie du droit. Voilà, tout simplement le programme de cette vidéo. Eh ben, on va commencer, on va commencer. Ce que je vous propose déjà, c'est d'attaquer avec l'impact que peut avoir et qu'a peut-être déjà aujourd'hui l'intelligence artificielle. Avant de commencer, peut-être qu'Anaël, tu peux un peu rappeler ce qu'on avait présenté et dit lors de la conférence qu'on avait fait en Suisse à Neuchâtel en octobre? Oui, enfin, on a dit beaucoup de choses, j'allais dire beaucoup de bêtises aussi, mais on a dit aussi des choses intéressantes. Enfin, je pense qu'on s'était beaucoup, amusés à dire qu'il y avait une forme de paradoxe en disant qu'on présente souvent l'intelligence artificielle comme un moyen de simplifier les choses, notamment les procédures, que ce soit pour, les juges ou pour les avocats. Mais en réalité, il y a paradoxalement une forme de complexité nouvelle qui va s'ajouter et ça je pense que c'est assez visible puisque l'informatique, les programmes, les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas simples à appréhender et lorsqu'on ajoute ça à la complexité du droit qui est déjà, quelque chose de difficile à appréhender pour, des non-juristes, il y aura certainement oui, une couche de complexité supplémentaire et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut en parler maintenant parce que ça va peut-être, un peu trop loin, mais on dit par exemple et là je m'écarte, hein, de ce qu'on a dit en Suisse, mais on dit qu'il faut avoir l'humain dans la boucle, le human in the loop et quelque part, il va falloir, toujours vérifier si ce que disent les systèmes d'IA, notamment les IA génératives, si elles ne disent pas des bêtises.
Donc la complexité, elle est là aussi. C'est que on va devoir, on déplace quelque part le travail. On n'est plus dans le traitement des dossiers juridiques, mais on va être dans la vérification si l'IA, ce qu'elle nous a sorti, en output ne dit pas des bêtises. Et ça peut être, vu que les litiges vont se complexifier de plus en plus, il y a un déplacement de cette charge qui va être. Enfin, je pense pas qu'on sera dans la simplification. Mais je m'arrête là parce que je vais un peu trop loin déjà. Bah, Sébastien, si déjà tu veux nous donner aussi, toi, ton impression. Je voudrais aborder de diverses choses. J'ai l'impression, en tant qu'observateur, utilisateur du réseau et avant même de l'informatique, hein, depuis très longtemps, à cause de mon grand âge entre autres, que la pratique vient avant la théorie. Et la pratique peut venir d'abord des plaideurs. Par exemple, on voit de temps en temps, il y a une décision récente là, qui est très intéressante, où le magistrat rejette la demande du plaideur en disant bah, vous avez utilisé, c'est écrit entre les lignes, mais vous avez utilisé telle intelligence artificielle qui a donné tel résultat, vous aviez raison sur le fond, mais eu égard à la confiance que vous avez faite de façon disproportionnée par rapport à cette intelligence artificielle, votre demande est nulle, donc je ne peux pas vous donner raison. Donc les plaideurs, mais également les professionnels du droit, on commence à voir arriver, alors, en France, pas encore de décision de justice pondue avec des IA, mais en revanche, un magistrat, un haut magistrat de la région parisienne, lors d'un colloque, me disait récemment qu'il commençait à voir arriver des conclusions rédigées par de jeunes avocats. Alors, il ne faut pas surtout tomber non plus dans la technophobie. Hein, que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu mon totem d'immunité. Hein, je ne suis pas du tout technophobe. Hein, je montre toujours, d'ailleurs, pas tout à fait par hasard s'il est là, hein, mon premier ordinateur, je l'ai acheté quand même en 1977. Hein, mais la, la, il ne faut pas, d'une part, tomber dans la technophobie, mais il ne faut pas non plus avoir une crédulité béate vis-à-vis des résultats de l'AI. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est pas un peu le cas déjà? Parce que je vois par exemple sur la conférence qu'on avait fait avec Anaël, hein, quand on a posé la question qui utilisait ChatGPT dans sa pratique du droit, il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient levé la main et moi ça m'a choqué dans le sens où même où par exemple les aspects liés à la confidentialité, au devoir de confidentialité de l'avocat, je vois pas comment il peut objectivement dire qu'il maintient ça en utilisant des outils américains comme ChatGPT. Oui. Ça me choque pas. Pardon. Non, mais l'IA est aussi un produit marketing et la provenance, l'idéologie qu'il y a derrière, les valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres lorsqu'on utilise ces produits, c'est aussi à prendre en compte. Et d'autant que le droit anglo-saxon est différent de notre droit continental. Et il y a certainement des différences aussi. On en avait parlé aussi sur la différence entre des systèmes experts déductifs, avec le syllogisme dans notre droit qui se prête peut-être mieux à la bonne vieille IA, versus l'IA générative qui est peut-être plus adaptée à un modèle anglo-saxon du droit et aussi d'un droit qui est très jurisprudentiel avec. Mais j'ai coupé Sébastien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu disais que tu étais choqué. Moi, j'avoue, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué parce que l'utilisation d'IA, bah, c'est comme l'utilisation de l'informatique, par exemple. Moi, je suis universitaire, mais je suis passé par une formation d'avocat qui était le plan B au cas où je serais pas recruté à l'université. Et je me souviens, dans le cabinet dans lequel j'avais fait mon prestage, c'était à la fin des années 80, les secrétaires étaient encore en train de taper les actes à la machine. L'informatique arrivait à peine et ça permettait d'automatiser certaines tâches parfaitement inintéressante, à savoir retaper un acte parce qu'il y avait un paragraphe qui était faux. Si l'utilisation de l'AI, ça sert à éliminer des tâches inintéressantes pour un cabinet d'avocats, des trucs automatiques au profit de tâches plus amélioratives, ce serait une bonne chose. Et ben voilà, on s'est pris un crash en plein milieu de notre discussion, donc on va essayer de reprendre. Donc désolé, à cause du crash de l'application, il y a eu un mouvement, voilà. C'est plus les mêmes gens qui sont au même endroit, donc c'est pas grave. Donc on en était en train de parler, oui, je parlais un peu de ces histoires plutôt liées à la confidentialité. Et est-ce qu'on n'a pas d'abord beaucoup de naïveté de la part des avocats d'utiliser des clouds là-dessus, déjà de manière générale, surtout dans le contexte géopolitique actuel, mais surtout par rapport à l'IA, est-ce qu'on n'aurait pas d'abord intérêt à expliquer aux avocats de peut-être avoir des IA locales,
s'intéresser à l'open source, non pas pour des raisons d'ailleurs, on va dire, d'engagement politique pro-open source, même si Sébastien et moi, on est très attachés à ça. Sébastien peut-être plus en tant que théoricien de ce droit-là et moi en tant que praticien puisque je fais de l'open source. Donc je voudrais avoir votre point de vue. Donc ce coup-ci, on va commencer par Sébastien, justement sur les aspects liés à la confidentialité, puis après aussi, Anaël, que tu reviennes là-dessus. À mon avis, c'est pas différent de ce qui se passait il y a 15-20 ans avec la découverte de la correspondance électronique par les avocats qui utilisaient des messageries non sécurisées, qui n'avaient pas compris l'intérêt de crypter ou simplement d'être prudent. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait dans la pratique une différence fondamentale entre l'utilisation de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et l'arrivée de l'utilisation quotidienne du réseau dans le milieu juridique. Tu penses pas que le fait qu'on manipule justement de l'intelligence, du raisonnement, ça change la nature du risque? C'est juste un changement de média, rien de plus. Alors, je dirais pas rien de plus. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment tant que ça un changement de nature. J'ai plus l'impression que c'est un changement de degré. Je peux parfaitement me tromper. Je suis pas un théoricien de l'AI du tout, mais j'ai pas cette impression-là, non. Mmh. Non, moi je pense qu'il y a un vrai problème et alors on parle souvent de souveraineté numérique, même Oui. si, pour beaucoup de personnes, c'est un mythe, mais je pense qu'il y a un vrai problème, Ah oui. pour les avocats, notamment, du fait de la confidentialité des dossiers, à utiliser des outils, type, Gmail, des messageries donc non sécurisées et enfin il y a un problème aussi de déontologie et de sécurité, mais pour ce qui est des outils IA mis sur le marché qui viennent encore une fois d'origine américaine, des produits de la Silicon Valley. Pour moi, il y a un vrai questionnement là-dessus. Pourquoi utiliser ces outils-là? Bah parce qu'on n'en a pas en Europe, on n'en a pas, on n'arrive pas du fait de notre moins bonne. On a des entreprises qui ne sont pas encore comme celles qu'on a aux États-Unis ou en Chine, et on est obligé de se rabattre sur ces outils-là. Mais ça pose un vrai problème. Alors pour revenir sur ton dernier point, je pense qu'on sous-estime ce qu'on a déjà en Europe. Sur les emails, on pourrait parler par exemple de Proton, qui est en Oui, c'est Suisse vrai. et Oui, qui est un service extrêmement bien sécurisé et qui en oui, a fait, voilà, et moi que j'utilise, c'est-à-dire que j'ai un email public, le Google Mail, mais pour les choses sérieuses, j'utilise deux emails différents qui sont professionnels et sécurisés. D'autre part, je pense on a tendance à sous-estimer nos talents en IT. Par exemple, tu vois le langage, dans les langages de programmation, le Python, c'est européen, le C Sharp, c'est européen. Des trucs comme Docker, qui sont des outils techniques, c'est aussi européen. Enfin, ça veut dire je pense qu'on a surtout un problème de marketing interne et de confiance interne en matière d'informatique qui fait qu'on croit, alors c'est la caricature stupide qui circulait sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps, les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens régulent. Alors oui, qu'en fait, quand on regarde en détail, les Chinois ont largement oublié de copier. Maintenant, ils sont passés dans une étape où ils produisent du contenu scientifique d'excellente qualité, par exemple en IA. L'Europe fait des choses aussi très bien en IA, pas forcément sur le même terrain de jeu. Et peut-être que l'Europe, au final, va pas se retrouver coincée dans la bulle IA, qui est en fait une bulle qui concerne que les LLM, que sur le cloud. Donc, c'est pas une bulle IA. Et les Américains, bah, ils importent beaucoup d'idées de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne copient pas, mais ils récupèrent les talents et les travaux. Ça veut dire qu'ils utilisent surtout leur puissance financière. Et je pense qu'on a surtout un problème on doit créer une mythologie européenne pour contrer la mythologie en IT sur les États-Unis. Je pense que c'est d'abord ça le vrai problème et que les avocats étant pas des gens IT, ils sont comme le grand public, ils sont au même niveau que du grand public, c'est-à-dire qu'ils sont victimes de cette mythologie américaine autour de l'IT. Tout à fait. oui, oui, oui. Et je pourrais ajouter que en Europe, on a aussi, on a tendance à mettre plus l'accent sur alors la réglementation, bien sûr, le côté juridique, mais aussi l'éthique, la réflexion éthique. Et l'éthique peut être un avantage concurrentiel, puisque sur le marché, les consommateurs seront bien entendu beaucoup plus intéressés par des produits IA qui respectent, on va dire, les données personnelles qui ont pas forcément qui sont éthiques par design, mais qui sont plus respectueuses de nos valeurs. Et les valeurs, je renvoie à celles de l'Union européenne.
Tu penses vraiment que c'est le cas? Parce que quand je vois les Européens, surtout les Français en fait, gueuler contre les données quand elles sont accessibles par l'État, tout en laissant leurs données privées en open bar à Facebook, Meta, etc. En fait, je pense que là encore, je pense qu'il y a une manque de conscience de ces aspects-là. Et pourtant, par exemple, parce que moi je suis en Belgique, mais vous êtes en France, on a la chance d'avoir l'Agence nationale des sécurités et systèmes d'information, Oui. l'ANSSI, qui fait un travail remarquable. Et pour autant, dans de nombreuses entreprises, en fait, le message de l'ANSSI, voire de la DGSI, qui aussi intervient auprès des entreprises, n'est pas réellement écouté. Pour revenir pour qu'on reste focus sur les aspects avocats, l'aspect confidentialité, techniquement, il est pour le pro que je l'IA, il est réglable. C'est-à-dire que tu mets une carte qui va te coûter peut-être 10 000 euros, une RTX machin, ou tu prends 3 machines de chez Digispark, voilà, et tu as un LLM qui est tout aussi performant pour faire ton travail de rewriting et même peut faire un RAG sur du droit, etc. Donc pour moi, techniquement, des avocats, bon, ils vont devoir peut-être lâcher 40 000 euros par cabinet ou mutualiser cette ressource avec certaines contraintes de sécurité pour cloisonner les dossiers. Mais pour moi, il y a pas d'empêchement technique. Peut-être qu'il y a un problème d'offre commerciale, hein. Là, c'est vrai que moi, je travaille sur un projet open source aussi pour les avocats parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans les produits qui sortent actuellement, il y a encore une incomplétude. Alors, pas celle de Gödel, mais une autre. Anna et moi, on est fans de Gödel. On travaille beaucoup là-dessus Je parfois. comprends. Donc voilà. Mais je pense qu'en fait, il y a surtout un manque d'éducation et je pense que les autorités, aussi bien universitaires que comment dire, tout ce qui est cadre, donc l'ordre des avocats, doit travailler beaucoup plus sur ce sujet. Il y a 6 mois, j'ai travaillé par exemple pour l'équivalent au Québec. Et là, il y a un vrai travail de fait, je trouvais de très intelligent de l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de droit. Voilà pour la confidentialité. Vous voyez d'autres choses, parce que moi, il y a aussi un autre aspect qui me préoccupe, c'est le risque d'augmentation en gros, que les avocats, grâce à l'IA, à budget de temps égal, vont produire beaucoup plus de contenus qui seront transmis à la justice. Est-ce qu'on n'a pas un risque de surengorgement de la justice à cause de l'intelligence artificielle? Anaël ou Sébastien? Oui, oui, ça rejoint ce qu'on disait en Suisse, le fait et ça rejoint aussi ce que je disais sur la complexité. Ça va ajouter une couche supplémentaire de complexité. Et quelque part, je ne veux pas refaire de la Gödelite, Hofstadter et tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi qui est intéressant sur le fait que l'IA ne peut pas se vérifier elle-même? Il y aura toujours, vu que ce sont des Tout probabilités, à fait. l'IA ne peut pas, cette incomplétude dont tu parlais là tout de suite, elle est là. Un système d'IA, aussi puissant soit-il, aura toujours, en tout cas je parle de l'IA générative, les grands modèles de langage. Oui. Il y aura toujours une part, puisque c'est des probabilités d'erreur, et donc Tout la à fait. vérification, et cette vérification, elle ne peut pas être interne au système, donc il y a toujours le vérificateur humain. Et c'est là que la Tout à charge de fait. travail Ouais, Tout à fait. mais là, va venir. je vois dans Et je vois dans ton raisonnement un problème. C'est que les vérificateurs humains vont avoir tendance à utiliser l'informatique pour vérifier. Tout à fait. Mais justement, on boucle Ouais. enfin, il y a un truc de vérification un peu récursive. Si c'est l'informatique elle-même, dans ce cas-là, pourquoi pas prévoir le même système d'IA, vu que c'est intégratif, qui pourrait lui-même. Il y a Sébastien qui bouillonne. Oui, c'est-à-dire qu'à mon avis, on va se retrouver entre deux extrêmes. Et il y a un curseur la pratique va essayer de placer entre les deux. Il y a d'un côté le souci de faire des économies d'échelle, hein, pour automatiser certaines tâches qui ne sont pas forcément très gratifiantes. Et d'autre côté, la boîte à bas, c'est-à-dire la responsabilité professionnelle. Et donc, il va y avoir, dans les années qui viennent, un ajustement des bonnes pratiques et des pas assez bonnes pratiques et des trop bonnes pratiques, hein, entre l'impératif économique et l'impératif de la responsabilité professionnelle. Ça, je vois sur Mais ces aspects-là, mais sur la charge de travail, est-ce qu'on risque pas de surcharger les juges, rendre le travail des juges beaucoup plus compliqué et dans des une avocats, justice qui est déjà, oui, même des avocats, parce que si une partie produit oui, énormément d'arguments grâce à l'IA, l'autre partie va devoir se positionner pareil, et le juge va se retrouver avec un x2 en termes de quantité de process. Tout à fait. Sébastien d'abord et après Renaël? D'autant plus que le climat, alors c'est pas le climat actuel, hein, c'est un climat assez général, c'est-à-dire que c'est la méfiance du juge et le fantasme qu'un juge robot va rendre une meilleure justice qu'un juge humain.
hein. C'est-à-dire, ça, c'est franchement l'anti-modèle. J'ai l'impression, enfin même la certitude, que l'opinion publique a tendance à penser que la justice est du côté du problème plus que du côté de la solution. Alors c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les juges sont pas là pour restreindre nos libertés, mais au contraire pour les protéger. Et donc il y a un climat général qui risque de favoriser ce genre de, de, de dérive très grave vers l'utilisation massive de l'intelligence artificielle dans le domaine judiciaire et juridique. Oui, je dirais aussi, donc il y aura forcément un effet bureaucratique. Lorsque je disais tout à l'heure qu'il y a une forme de paradoxe de la vérification récursive, Ouais. c'est qu'il y a un problème de bureaucratie et de contrôle. Si on ne peut pas faire confiance 100% à un système d'IA qu'on va appliquer dans le cadre de la justice, on va forcément devoir créer des procédures pour vérifier pour vérifier l'IA en question. Et donc, c'est le problème du fait que cette procédure elle-même, elle va devenir très lourde et on va avoir des certifications pour la conformité, des comptes rendus d'audit, tout ce qui est traçabilité, tout ce que l'AI Act, enfin le règlement sur l'IA a prévu. Et c'est ça va prendre encore plus de temps, paradoxalement, que la rédaction originelle. Enfin, originale. Ouais, c'est intéressant. Et c'est ça pour moi qui est. C'est des choses qu'on ne prend pas en compte maintenant lorsqu'on dit l'IA va simplifier. Et j'ajouterais aussi une chose, c'est que les avocats donc, vont, avec ces super outils super performants, rédiger je sais pas, des mémoires de 500 pages, beaucoup plus qu'avant. Il y aura une productivité. Et ça va obliger le juge lui-même à utiliser peut-être sa propre IA pour comprendre, pour résumer. Et quelque part, on perd la compréhension humaine. On va devoir tout le temps déléguer à des outils, des procédures. Et enfin, c'est ça en fait qui Oui, on m'effraie. crée un paradoxe. On crée un paradoxe parce que finalement, on va avoir du contenu produit par l'IA, décodé par l'IA. Et la vraie question, c'est savoir si toute cette surcharge électrique de computing apporte une amélioration ou pas. Autant l'IA, et c'est vrai pas que pour le droit, c'est vrai pour toutes les pratiques, l'IA qui permet à un individu de comprendre mieux les choses, de les mieux appréhender tout en gardant totalement le contrôle est quelque chose d'extrêmement puissant. Autant l'IA qui se substitue, et là, moi, je rejoins un peu ce que dit Jean Tirole, le prix Nobel en 2014, où en fait, on va produire d'un côté une petite communauté de gagnants et une grosse communauté de perdants des nouvelles technologies, parce qu'on va surcharger donc la justice à moins de doubler ou tripler son budget, qui est un mythe. Il y a quand même quelque chose qui est, pour moi, qui est perturbant. On parlait de cet aspect de complexité et de risque sur l'exécution de la justice. Je voudrais quand même revenir sur cette histoire de juge automatique, parce que ça fait partie des points qu'on avait explorés justement avec Anaël en Suisse. On a anticipé la justice en 2100, mais en fait, je pense que autant on pourrait considérer qu'une IA qui contribue à définir un corpus de la peine, où on prendrait dans le système de contraintes, dans une IA qui ne serait pas du LLM, qui serait un autre type d'IA qui existe depuis longtemps, on prendrait par exemple des différentes caractéristiques de la personne, du crime, de la zone géographique, et on verrait par exemple que cette personne-là, s'il a tel type de peine, a peut-être une meilleure réinsertion, permettra une réparation. En gros, on pourrait avoir une IA qui aide à repenser le code pénal et les corpus de peine et peut-être arrêter de faire que, par exemple, dans le droit français, pour n'importe quoi, tu vas en prison, ce qui n'a aucun sens ou qui en raconte beaucoup sur l'historique de la construction du droit. Et je pense qu'il y a peut-être une IA à créer pour les juges. Ça avait été tenté aux Pays-Bas pour les juges aux affaires familiales, hein. Les avocats ont vite enfin voilà, c'est un autre problème, ça, c'est un sujet sensible. Mais, mais je pense qu'il y a peut-être un cadre légal à créer au-delà de l'AI Act pour peut-être interdire une forme d'usage d'IA, y compris celle qui fait de l'automation. Et l'une des raisons que je vois, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, et je voudrais qu'on commence sur ce sujet maintenant. J'essaie de faire une transition, hein. Je rame, je rame. J'essaie de faire une transition vers la formation parce que je le vois, nous en informatique, on a un problème avec les juniors. Qu'est-ce qu'on va faire des juniors? Et qu'est-ce qu'on va faire des avocats stagiaires quand aujourd'hui, objectivement, un LLM local, même un petit modèle comme Small, va faire un meilleur rewriting, une meilleure analyse de texte?
qu'un junior. Alors là, par contre, on va peut-être d'abord sur Tricotine, parce qu'il y a marqué Tricotine, Sébastien. Tu sais, Elle dort là-bas. Anaël, j'angoisse comme un malade, parce que là, il y a toi au milieu, coincé entre deux vieux pépères de plus de 50 ans, après, on va me dire, il y a des mots qui vont me dire, ouais, tu fais du mansplaining ou des trucs comme ça, j'ai un peu la trouille. Mais là, c'est plus le terrain de jeu normal de l'enseignant qu'est Sébastien. Donc, Sébastien, je voudrais que tu me racontes ce que tu nous avais dit à l'occasion avant, quand on préparait le col de préparatoire, et que tu nous parles un peu de ton point de vue. Puis Anaël aussi, après, tu rebondis sur ce sujet. Alors, effectivement, pour moi qui suis quand même un petit peu formateur, un petit peu enseignant, même si l'essentiel de mon travail a été toute ma vie la recherche, j'y vois un problème majeur. C'est-à-dire que, à mon sens, un avocat senior utilisant l'intelligence artificielle, je rentre pas dans ce que c'est que l'intelligence artificielle, hein, juste la boîte noire, hein, euh, qui est conscient de sa responsabilité professionnelle, qui fait un travail de relecture, de vérification des résultats, va peut-être aller plus vite et à moindre coût que s'il utilise des avocats stagiaires ou des étudiants en stage. Donc, à mon avis, le problème n'est pas là. Le problème, c'est en amont, c'est pour la génération d'après. Hein. C'est-à-dire, je le vois dans mes étudiants, il y a 20 ans, il y a 25 ans, les plus astucieux d'entre eux regardaient dans un moteur de recherche, Alta Vista peut-être à l'époque, cliquaient sur le premier lien et copiaient et me mettaient en résultat ce qu'ils avaient trouvé sur le moteur de recherche. Il y a 20 ans, ils faisaient ça avec la page Wikipédia. Aujourd'hui, ils font tout ça avec l'intelligence artificielle. De temps en temps, j'assure des travaux dirigés pour voir ce que font mes étudiants. Et les questions que je leur pose, j'ai cherché les réponses par intelligence artificielle la veille au soir en préparant le TD. Ils leur disent, alors ça, vous avez pondu cette réponse avec une intelligence artificielle, probablement celle-ci, et en plus, la réponse est fausse. Et maintenant, on va chercher à savoir pourquoi. Parce que dans la mesure où, malgré mon âge plus que canonique, j'ai une utilisation quotidienne de tous ces outils, j'arrive à anticiper leurs défauts et leurs biais, mais quand on écarte le focus et qu'on le sort dans mon cas particulier, je pense qu'on a un gigantesque problème avec l'intelligence artificielle dans le cadre de la formation, et pas seulement des juristes, en ce sens que quand on délègue quelque chose à une intelligence artificielle, on n'apprend plus à le faire. On a un gigantesque problème de formation, c'est-à-dire que, par exemple, depuis un an et demi, je trouve que les intelligences artificielles que j'utilise font d'excellents résumés de texte. Hein. J'ai testé sur des textes que j'ai écrits et je trouve plus de bêtises, je trouve plus de problèmes. Hein. L'ennui, c'est que synthétiser, c'est à la base de la formation du juriste. La note de synthèse, c'est quelque chose qui va former directement les juristes, les avocats, les magistrats, les juristes d'entreprise, par exemple, je sais pas, des conclusions ou le réquisitoire du procureur. En fait, c'est une note de synthèse. Et si on n'apprend plus à faire ces résumés-là, eh bien, on ne sait plus réfléchir. Et donc, on est en train de former une génération de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle parce qu'elle est là. Il est hors de question de les empêcher de l'utiliser. Il faut leur apprendre, alors c'est le plus difficile, leur apprendre à l'utiliser intelligemment. Alors là, moi, alors, je vais être honnête avec toi, j'y crois pas. Alors, je vais Je peux me t'expliquer pas. tromper parfaitement. Non, on a retrouvé Anaël, cool. Donc, on reprend. Alors, je ne crois pas comment dire, si les étudiants en droit, au lieu de faire des synthèses eux-mêmes, qui est un exercice mental qui contribue à construire leurs connaissances, s'ils ne font plus ça et qu'ils utilisent l'IA directement pour faire les synthèses, je pense qu'on ne sait pas réparer ça par un autre usage. J'ai le même problème en informatique avec les développeurs. Un développeur qui crée sa structure de programme lui-même, qui va utiliser de l'IA pour créer des composants particuliers, des extensions, des choses comme ça, va devenir un très bon développeur avec l'IA puisqu'il pourra aller plus loin. Par contre, le développeur qui pond la structure de son programme, la compréhension de son programme avec de l'IA, sera largué. Et je pense que il y a en fait dans les usages humains qu'on automatise un facteur de risque, c'est
quelle est est-ce que la pratique qu'on remplace est une pratique qui contribuait au renforcement de l'intelligence humaine? Quand on fait quelque chose de stupide et une synthèse, ce n'est pas stupide. On devrait interdire l'utilisation de l'IA pour faire de la synthèse. Et c'est faisable. On peut, parce que l'IA aujourd'hui, alors l'IA seul, un modèle seul ne peut pas s'auto-évaluer, enfin il peut, mais qu'en partie. Par contre, nous, on peut analyser avec de l'IA du comportement et on pourrait tout à fait avoir des outils dans les cabinets qui fait que, par exemple, tu ne puisses pas faire de la synthèse, mais tu vas aller faire de la recherche avancée, tu vas faire de la synthèse de raisonnement, c'est-à-dire il y a telle information à tel endroit qui est intéressante, qui est peut-être liée à cette intéressante, tiens, ça rappelle telle jurisprudence ou tel cadre juridique en fonction qu'on soit en common law ou en droit continental. Et donc, je pense que c'est surtout un problème de maturité de mise en place. Mais par contre, la très très grande majorité, et c'est là où moi je reste convaincu que Jean Tirole avait tout compris en 2014, c'est-à-dire il y a 12 ans, la création de deux populations, une petite gagnante et une grosse perdante, parce que, alors, je vais pas dire que c'est l'idiocratie, mais quand même, on a quand même des indicateurs. Moi, comme je te l'ai dit, alors je vais le dire là, officiel. Quand j'étais jeune, j'avais plein de vieux cons qui disaient ah mais de toute façon vous les jeunes, etc. Et ils avaient tort. Et je crains d'être la première génération de vieux cons à avoir raison. Mais sérieux, parce que c'est quand même hyper inquiétant. J'ai des jeunes qui ont des capacités de concentration extrêmement courtes, des capacités de raisonnement qui sont affaiblies, mais je plaisante pas. En IT, en informatique, et quand tu leur argumentes, ils sont même pas équipés pour comprendre des arguments. Et des jeunes qui viennent de bonnes familles, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le clivage avant où l'argent était un indicateur discriminant. Et pour moi, je pense qu'on doit euh, pour des raisons quasiment géopolitiques, de protection. Les Chinois, c'est quand même dingue qu'aujourd'hui les dictatures fassent très attention à l'éducation dans leurs jeunes, pendant que nous, on bouffe du TikTok et on produit un abrutissement. Alors là, je fais vraiment le vieux con, mais quand même. Anaël, toi qui es plus jeune, hein, Oui, beaucoup plus jeune que voilà, moi. ce qui ne m'empêche pas d'être une vieille conne aussi, mais Bienvenue au club. parce On que, fait là haut là. parce que j'abonde dans ton sens et vraiment, moi, je suis effrayée. Alors, vu que j'ai été éjectée comme ça tout à l'heure, je n'ai Pas pas par pu. nous, hein. Alors c'est pas nous qui avons injecté, c'est un problème technique. Et en plus c'est de ton côté, donc ne me mets pas ça sur le dos. Bon ben, sinon je boude. C'est bien que c'est toi, mais c'est pas grave. Non, mais blague à part, je suis effrayée parce que on a effectivement des modèles aujourd'hui, donc c'est l'IA générative qui pose un problème de non seulement de dépendance cognitive, mais en plus elle va court-circuiter les phases d'apprentissage. Et on en parlait la dernière fois, lorsque dans un amphithéâtre, l'étudiant prenait des notes, son cerveau sélectionnait, il faisait déjà le tri entre l'information pertinente. Enfin, il y avait une phase d'apprentissage déjà. Aujourd'hui, on a des IA qui permettent, avec la captation, de faire des synthèses, des comptes rendus. Et ça, c'est ce qui a été perdu. Et c'est irréversible, je crois. Alors oui, il y a un gain de temps énorme, mais ça nous fait une belle jambe si le processus d'apprentissage n'a pas été fait, parce que c'est ça l'éducation, c'est on apprend, et c'est pas on fait des comptes rendus où on a des super slides ou des choses comme ça n'a aucun sens pour moi. Or, l'IA permet de faire ces choses qui n'ont aucun sens. Donc sur la question, par exemple, des stagiaires, c'est très intéressant de voir que les IA, les systèmes d'IA peuvent faire des verbatims. Et pour un verbatim, je trouve que c'est très bien d'utiliser un système d'IA. Parce que justement, il n'y a pas ce que tu disais tout à l'heure, cette synthèse qui est faite par l'être humain, on trie. Donc pour des comptes rendus, je dirais, il faut laisser toujours ça encore aux stagiaires de faire des comptes rendus, de sélectionner l'information qui lui semble pertinente. Moi, je suis effrayée là-dessus. Sur la baisse de la mémorisation, de la concentration, du raisonnement, tout ça, on le constate aujourd'hui. Et ce n'est pas être vieux con que de le dire. Au contraire, il faut aider la jeunesse. Parce que, et la proposition récente d'interdire les réseaux sociaux, c'est peut-être une fausse bonne idée, mais en tout cas, il y a un constat qui est partagé par tout le monde, c'est qu'il faut faire quelque chose. Pas forcément interdire les réseaux sociaux, mais il faut trouver, peut-être déplacer la responsabilité sur les concepteurs eux-mêmes.
Non, moi Arrêter de je pense, alors désolé parce qu'il y a une petite coupure à nouveau. Franchement, Sébastien, ta plateforme que tu m'as conseillée, c'est pas terrible, hein. Pour les longues vidéos, c'est pas terrible. Donc Ah ouais, les voilà. mauvais ouvriers ont toujours de mauvais outils. Ouais. Voilà. Moi, je pense si je j'échange beaucoup avec des gens de la défense, et je pense Oui, sincèrement que dans un contexte géopolitique aussi agressif ouais, qu'actuellement, ouais, euh, ouais. envisager l'interdiction, mais là on va dériver des réseaux sociaux tout court et avoir des réseaux sociaux souverains, peut-être en réglant le problème de l'anonymat. Alors c'est marrant parce que très longtemps j'étais très proche des Anonymous, j'étais plutôt fan d'eux, et là je me suis rendu compte qu'on arrivait au bout d'une possibilité. Je pense que il y a tout un cadre légal à reconstruire autour des réseaux sociaux, un usage qui doit intégrer la souveraineté, parce que c'est l'IA plus les réseaux sociaux, c'est le comment dire, c'est le truc américain là, non, les Anglais qui avaient influencé les élections, mais bon, passons, je retrouverai, Mhm, mhm, mhm. qui revient, mais puissance Cambridge 1000, hein. Analytics. Voilà, Cambridge Analytics, qui va revenir puissance 1000, et donc ça pose un problème sur ce qu'on appelle la guerre cognitive, l'ingérence. En gros, ça augmente tellement la surface d'exposition et les moyens qu'à un moment ou l'autre, il faut se poser la question d'une interdiction. Alors c'est un peu... mais voilà, moi si demain on me dit qu'il faut recréer YouTube en européen, ben, on transférera tout sur le YouTube européen. Et puis voilà, même si Oui, c'est chiant, c'est même un risque énorme, mais voilà. et Bah, surtout d'ailleurs, pour toi, Sébastien. Pas pour moi, mais pour moi, pour moi, voilà. Voilà. oui, moi je suis d'accord. Je voulais aussi dire qu'on dit toujours que ce sont les jeunes qui sont peut-être les plus exposés, mais de façon générale, les populations vulnérables, et on est tous à un moment de sa vie dans une situation de vulnérabilité, ça nous concerne tous, mais c'est vrai que les jeunes, ils ont cette particularité d'avoir un cerveau en construction, Hum, et ils doivent passer par des phases d'apprentissage. Et si on leur enlève ça, parce que ces outils ont court-circuité hum, euh, la capacité de lire, de raisonner, hum. de compter, et j'exagère à peine en disant ça, là on est vraiment mal. Ouais, enfin, nous, je rappelle que les vieux, on a un cerveau en destruction, et peut-être que ce qu'on nous regarde sur le téléphone ne contribue pas à avoir la destruction la moins pourrie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup le cerveau en destruction versus le cerveau en construction. Oh, ça va me faire du bien. Bon, voilà. Et Bon, voilà. Bon, en gros, si on synthétise tout, l'IA, dans la pratique de la justice d'avocat, va avoir des conséquences, et c'est vraiment l'usage qui fait les choses. Donc, il y a aussi un problème de maturité de construction d'outils, de cadre réglementaire à créer. Je pense qu'il y a un vrai travail de penser à faire ça. Peut-être aussi, alors là, et c'est pour préparer la transition vers le prochain sujet, et peut-être aussi un travail à faire sur tout ce qui est réconcilier l'IA avec l'open source, parce que la notion d'open source en intelligence artificielle est très compliquée, d'autant que qu'elle est corrélée aux aspects liés à la propriété intellectuelle. Et donc, j'aimerais qu'on parle, maintenant qu'on change de sujet, on va parler de... Parce que l'IA a commencé par le plus gros hold-up de propriété intellectuelle, dans un cadre où les GAFAM ont déjà flingué la fongibilité. C'est-à-dire qu'avant, quand on achetait un jeu, on l'avait sur un DVD, ça veut dire qu'on pouvait le revendre, l'échanger. Maintenant qu'on l'achète, on l'a à vie, même si on n'y joue plus, et on ne sait rien en faire. Donc je voudrais qu'on attaque un peu ce terrain, et vu que ça c'est plutôt ton terrain à toi, Sébastien, je te propose de commencer, puis après Anaël, et après on finira avec notre Madeleine de Proust à Anaël et à moi sur l'utilisation de l'IA en théorie du droit, et je suis sûr que Sébastien, tu vas avoir plein d'idées amusantes. Vas-y Sébastien. Alors, je voudrais revenir sur ta conclusion parce qu'elle me semble très importante et je voudrais apporter ma toute petite pierre à la façon de construire une amorce de solution au Hum, problème qui va servir aussi de transition. La première, donc, j'en parlais tout à l'heure, c'est la responsabilité professionnelle, hum, des juristes par rapport aux résultats euh, produits par leur travail, que ce soit par une intelligence artificielle ou autre. La deuxième, c'est la gestion des biais algorithmiques, absolument essentiel. Il faut que les juristes s'en emparent. Et la troisième, et ça permet de faire donc une transition vers ta seconde partie, c'est la transparence algorithmique. C'est absolument essentiel. Ah ben ça, c'est le libriste qui parle. hum. Je vois que tu n'es pas d'accord avec moi. Non, La je pense qu'elle est transparence impossible. Je pense algorithmique, qu'à terme, elle sera impossible. ah, je ne dis pas qu'elle est possible. Je dis que c'est le modèle vers lequel il faut tendre. Je pense par exemple à tout ce qui est
de la criminalité prédictive. Hum, Hein. C'est un fantasme qu'on a depuis au moins 150 ans. Là, j'ai derrière moi, là, ici, là, un buste qui est hum. l'ancêtre de la science prédictive, hein, qui était en fait une pseudo-science, hein, à savoir la phrénologie. Ah oui. Oh. Euh, et actuellement, on a depuis une dizaine d'années un renouveau de ce biais scientifique, de cette pseudoscience, avec les outils de prédiction de l'infraction. Hein. Le fantasme, c'est Minority Report. Alors, Minority Report, ça fait une excellente nouvelle de Philippe Cadic, un excellent film, mais c'est pas un mode d'emploi de la réalité. Je suis d'accord, mais pour avoir travaillé sur ce sujet-là spécifiquement, la vraie question que tu devrais savoir, c'est est-ce que l'IA prédictive, donc tout ce qu'on appelle crime predictions, est plus efficace que l'intuition d'un collectif de policiers, par exemple? Parce que malgré tout, pour certains aspects, ça marche. Mais pas Oui, pour tout. Par contre, le risque de tout à fait. biais est Tout à fait. monstrueux. Puis il y a un Tout à deuxième fait. paradoxe dans la criminalité prédictive, dans la prédiction des crimes, c'est qu'en fait, si tu as un modèle qui te dit attention, demain, il y a une grosse Tout à fait. Tout probabilité à fait. que des hooligans débarquent pour faire un truc autour d'un match de foot et que tu mettes plein de policiers, ils ne vont pas venir. Et donc, il y a toujours cet aspect bizarre où la prédiction modifie ta réalité, cassant ton modèle prédictif. Donc, il y a quand Tout même à des fait. choses Tout compliquées. à fait. Pour autant, ce qu'on appelle les matrices d'évaluation de risque basées Oui. sur est-ce qu'il y a une Mhm. motivation, une Tout capacité, à fait. Tout à fait. etc., Tout à fait. etc., Tout à fait. ça marche en partie. Mais Tout c'est à pour ça fait. que je ne le mettrai pas au niveau de la phrénologie, parce que j'ai un de ces livres que j'ai lu qui est un foutage de gueule absolument incroyable. Et le pire, c'est qu'on a encore ça, y compris enseigné à certains policiers sur Ouais. c'est ton pote là qui fait, qu'on s'appelle le mentaliste, qui avait fait une vidéo là-dessus sur Lie to Oui, Me. Clément Fraise, oui. Bah voilà, où à la fois il y a des choses où j'étais pas d'accord entièrement avec ces vidéos parce qu'il y a des petits signes qui sont quand même utilisés, mais globalement il a raison. Où là encore on a aussi beaucoup de foutage de gueule. Anaël, puisque toi aussi tu dois faire ta conclusion sur la première partie, une transition si tu le souhaites, t'as quelque chose à Oui, rajouter? non, mais je rejoins Tricotine, vu que c'est son nom, parce que la prophétie autoréalisatrice, les biais, la dystopie que Philippe Cadic avait super bien vue. D'ailleurs, Philippe Hein. Cadic est un génie, euh, Ah, au même titre Oui. que Borges peut-être. Et, oui. je suis tout à fait d'accord pour dire que ce scientisme, c'est de la pseudoscience. Et moi, je vois comme un retour en arrière, avec une grande naïveté. Pas forcément une volonté de faire le mal, pas du tout, même les meilleures intentions du monde, mais en pratique, et les États-Unis l'ont démontré, on a des systèmes qui sont très biaisés, que ce soit la police prédictive, la justice prédictive, plein de biais, plein de discriminations, avec des métriques de débiaisement qui font toujours débat. Hein, Parce qu'il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que l'équité, et ça nous fait poser des vraies questions hein, euh, juridiques, philosophiques, et une simple une mathématisation comme ça de la justice, moi je n'y crois pas. hein. Et autre chose que je voulais ajouter, au-delà encore de la police prédictive et de la justice prédictive, on a les interfaces cerveau-machine qui vont bientôt arriver sur le marché. Et ces systèmes qui reposent aussi sur l'IA, qui prétendent décrypter la pensée, l'intention, euh, et monitorer la pensée, Hein. voire l'orienter. Mais sur la question de monitorer la pensée, on pourrait très bien envisager que la justice et la police se saisissent de ces technologies aussi pour prédire des formes prédire des crimes ou des délits. Ouais, Et non. ça aussi, c'est une forme de dystopie sur laquelle il faut alerter, je pense. Alors, là, je vais intervenir parce que le sujet BCI, d'abord, j'en ai un, parce que j'ai fait beaucoup mumuse avec ça. Il y a de l'IA à utiliser déjà pour analyser les signaux, pour permettre leur interprétation. Donc, souvent, on confond l'IA, qui est une IA de capteurs, qui permet d'améliorer l'utilisation de ces appareils pour, par exemple, piloter un drone, entre guillemets, par la pensée. Mais Oui, c'est un exercice très particulier. Hein. Moi, je l'ai fait, ça nécessite un entraînement et c'est pas du tout comme on le voit dans les films. oui. Deuxièmement, je pense que C'est-à-dire que ce n'est pas de la lecture de pensée.
Ce Non, n'est c'est pas pas la lecture de pensée, il faut c'est la faire un lecture, effort. non, c'est la lecture de signaux électriques Voilà, oui. qui est une version brouillonne de ce qu'on pourrait faire avec un IRM fonctionnel ou un PET scan. Je ne me rappelle plus lequel il faut utiliser, où on va voir quelles sont les zones les plus actives du cerveau. Ok. Par exemple, on sait qu'avec certains dispositifs, on peut voir si la personne ment ou ment pas, probablement parce qu'il va aller dans une zone où il va créer son mensonge. Sauf que si le mensonge, il l'a créé il y a longtemps, qu'il l'a appris par cœur, qu'il a construit, il a créé une méthodologie, il va utiliser la mémoire. Donc il faut vachement relativiser. Et quand vous parliez de pseudosciences, c'est là où j'étais en désaccord. Moi, je pense que on devrait plutôt parler de sciences naissantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas un seuil de maturité. Et comme Musk a fait pour Mars, on n'ira jamais sur Mars, on a survendu Neuralink en faisant croire que c'était quelque chose qui permettait de doper le cerveau humain, alors qu'en fait, sa fonction, c'est juste de ramener des capteurs électroniques qui sont des pratiques, les BCI, qui datent des années 70. C'est-à-dire qu'on a en Mmh, fait un domaine extrêmement mature qui a été oui. capté par les GAFAM, sur lequel nous vendons des gros fantasmes. Ça permet de vendre des livres sur la peur, d'avoir des youtubeurs non praticiens qui disent des bêtises, ça fait du clic, mais je pense qu'on devrait plutôt penser de sciences immatures et survendues en maturité, en efficacité. Pour autant, ça reste de la science. C'est de la science mal appliquée, mal marketée, survendue, mais ça reste de la science naissante. Voilà, c'est pour mon point de vue. La première partie est faite, on va donc attaquer la partie liée à la propriété intellectuelle et tout ça. Vu que c'est un peu ton sujet de prédilection, Sébastien, ce que je te propose, c'est un peu de nous de dire ce que tu penses de l'IA, des aspects liés aux licences, à tout ce cadre juridique, la propriété intellectuelle. Ça a commencé par le plus gros vol de données de l'histoire et c'est passé quasiment comme une lettre à la poste, soit quoi qu'on commence à avoir des jugements tombés et voilà. Je voudrais avoir un peu ton point de vue, ta compréhension de toutes ces histoires d'IA générative, de licence et de propriété intellectuelle. Alors, quant à qualification de plus gros hold-up de l'histoire de l'humanité, je suis un petit peu sceptique. Ah, Un petit peu sceptique parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est dans la même situation qu'a connue la génération précédente il y a 25 ans, avec l'arrivée des moteurs de recherche, l'arrivée de l'utilisation d'Internet par le grand public, où les juristes ont commencé par s'emparer de la chose en essayant de lutter contre les liens hypertextes, en particulier les liens hypertextes profonds, hum, avant de se rendre compte, alors que moi je disais en conférence il y a 25 ans que hum, c'était la principale richesse d'un site que hum. d'être référencé le mieux possible. Et j'ai l'impression qu'on est en train de reproduire la même erreur aujourd'hui. Tu crois pas qu'il y a un Alors, changement de nature? Que justement là, il y a un changement de nature, puisque là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va plus dans la profondeur. On a quelque chose qui s'interface, ce qu'on appelle un layer en informatique, qui a pour but de faire qu'on ne va plus sur les sites qui ont produit le contenu, on ne sait plus qui a écrit le contenu, on ne sait plus donc sourcer. Moi qui ai travaillé un peu dans le domaine de la ouais, défense, on doit ouais, coter ses ouais, sources. ouais, Est-ce qu'il n'y ouais. a pas quand même, même si ça ressemble, parce que tout le monde me dit, mais l'IA, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec la calculatrice. Mais je trouve qu'il y a un changement de nature. C'est possible que je ne le vois pas, mais j'ai plus l'impression que c'est un changement de degré. euh, avec le fait d'avoir nourri les bases de données des moteurs de recherche avec le contenu d'abord des sites web, des forums, etc., et les nourrir aujourd'hui avec d'autres données, avec des gens qui luttent contre cela. Je comprends parfaitement. Hein, Hum, je connais par exemple pas mal d'artistes de doublage. Il y a un hum, symbole ici, hein, de la j'ai un petit badge ici du mouvement qui a été créé, hein, touche pas à ma VS. hum. Hein. Il y a un véritable problème. Mais à contrario, pour ma part, je préfère que l'intelligence artificielle soit entraînée sur mes écrits et sur mes vidéos que sur celle d'Alain Soral. Anaël? Oui, oui, c'est très, très intéressant. Donc moi je suis, ce débat et notamment, sur la propriété intellectuelle, sur, la paternité des œuvres. Ce qui est très intéressant, je dirais, c'est, de voir qu'on on on a sans doute un changement de nature, avec l'IA générative. Heu, lorsqu'on a, alors je vais prendre le domaine de l'art, l'art visuel.
Par exemple, le fameux Bellamy, cette pièce, cette œuvre d'art, entre guillemets, qui a été produite, qui a été générée par l'IA. C'était, je crois, en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, Avec c'est les bien. canons. Oui, oui, voilà. Là, il y a eu un énorme débat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours un peu un écho des controverses des siècles précédents, lorsqu'on a eu la photographie qui a débarqué, donc l'usage de la technique dans une forme d'art traditionnelle. Et finalement, qui est l'auteur? Qui est l'artiste? C'est là-dessus que le débat se concentre. Est-ce que c'est le programmeur, le codeur, le technicien qui a mis au point le code, l'algorithme? Est-ce que c'est l'utilisateur avec son prompt dont on sait que l'intervention est minimale et qui ne requiert aucun talent pour produire l'output final? Je suis perturbée parce que Jérôme apparaît dans tous les sens. Oui. Et quand Jérôme disparaît, ça coupe l'enregistrement. Donc, je vais. Donc, Voilà. ça va être très coupé. Voilà, Voilà. mais Alors, pour moi, je voudrais dire ce que tu disais sur le côté un peu universel, c'est-à-dire que l'IA ferait une sorte de synthèse de toutes les créations comme appartenant à un patrimoine universel. Ça, j'aime bien l'idée. Moi, je sais que j'ai expérimenté, c'est-à-dire chez moi, je me suis fait, vous savez, il y a des boîtes où on peut envoyer des photos et ils vous transforment ça en peinture. Et ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai généré des faux Kandinsky et des faux Paul Klee, qui sont deux peintres que j'adore. Et franchement, c'est vachement beau. Et j'ai donc généré un faux et c'est vrai que c'est extrêmement troublant, ce travail artistique, parce que ça marche. Et voilà, l'écran s'est replacé normal. C'est un petit côté aléatoire, hein, c'est un franchement, Sébastien, prochaine fois on utilise Google, hein, tu m'embêtes pas. Mais, je trouve que c'est quand même. Oui, mais ce qui me gêne, moi, c'est un artiste, pourquoi il va continuer à créer s'il est en concurrence? Est-ce qu'on risque pas de tuer parce qu'il ne faut pas les mettre en concurrence, c'est ça l'idée. Ah ouais, mais comment? Continuer à protéger les artistes, mais ne pas les mettre, parce que ça, c'est le piège du capitalisme, effectivement. Ces entreprises vont, et on va pas se mentir, derrière, c'était de la spéculation, c'était. C'est l'art moderne. L'art moderne est déjà, Oui. a déjà contribué en partie à tuer l'art. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas si différent que ça de ces ruptures qu'ont été l'art conceptuel, Duchamp, ces ready-made. On sait que l'art aujourd'hui n'est même pas lié au talent. On n'a plus besoin pour être un artiste d'avoir du talent. Non, moi je dirais pas ça. Je dis qu'on a un paradoxe dans l'art moderne quand tu parles Duchamp ou pire la merde d'artiste là de l'italien, je me rappelle plus de son nom, au carré blanc sur fond blanc. C'est qu'en fait on a de l'art qui a pour but d'explorer des idées et des limites et que c'est un art qui est conceptuel et pourtant on vend l'œuvre. C'est-à-dire que factuellement c'est une art où l'œuvre devrait pas avoir de valeur. On devrait pas avoir du fétichisme puisqu'en fait l'œuvre n'est que la réalisation de l'intention, mais l'intention, elle n'est pas du tout marchandable. Et le paradoxe de l'art moderne, c'est qu'on l'a rendu marchandable, alors que l'urinoir de Duchamp ou le caca d'artiste de Manzini ou je ne sais plus quoi, en fait, c'est de la provocation, c'est fait pour titiller l'esprit, soit amener à nous réfléchir, soit de l'humour presque même. Moi, je me rappelle, j'avais un pote prof d'art que je fréquentais quand j'étais jeune. Il avait organisé une exposition d'art moderne chez lui. Et on avait un peu picolé, on avait récupéré la plaque du four et on avait collé la plaque du four avec une étoile qu'on a fait en papier craft qu'on avait collé dessus. C'est une étoile de shérif. De façon vraiment ça. Et ben t'avais les gens, c'était à Paris, je vais pas me moquer des Parisiens, mais t'avais des gens qui ont regardé, et juste parce qu'on avait mis la plaque de four au milieu des œuvres d'art, les gens se disaient, ah oui, c'est très intéressant, tu vois. Et je trouve qu'il y a ce côté-là dans l'art moderne qui fait qu'on est dans une sorte de schizophrénie où on donne de la valeur à un support, alors que le support finalement n'a aucune valeur objective, sauf du fétichisme. Mais peut-être que l'art, c'est ça. Mais enfin, d'un autre côté, j'ai un biais, hein. J'ai jamais fait la différence entre un original et une copie, je comprends pas pourquoi. Enfin, ça me dépasse dans mon cerveau bizarre. Sébastien, t'as envie de dire? Oui, j'ai l'impression qu'on est vraiment un petit peu matricé par la conception que l'on a du droit d'auteur ou du copyright aux États-Unis, qui est en fait une perversion du véritable droit d'auteur par et pour l'industrie. Parce que avant, jusqu'à il y a 25 ans, en gros, 99% à la louche
des œuvres étaient hors industrie, et c'est l'industrie qui a fabriqué le droit d'auteur et le copyright aux États-Unis, avec une logique qui n'a rien d'artistique et a tout d'industriel. Intéressant. Et grâce à l'apparition d'Internet dans le grand public, on a vu apparaître des choses qui sont les licences style Creative Commons, Art Mmh. Libre et compagnie, qui sont des déclinaisons des licences de logiciels libres qui sont nées dans les années 80 pour réintroduire le droit d'auteur qui vient protéger des choses qui ne sont pas nées par et pour l'industrie du divertissement, que je Oui. refuse de nommer l'industrie culturelle. Hein. Par exemple, la Wikipédia, c'est devenu une encyclopédie comme une autre, Mmh. hein, ce qu'elle n'était évidemment pas dans l'esprit du public il y a 20 ans, et elle s'est construite sur cette logique-là, sur cette logique libre, sur cette logique des licences libres qui sont une surcouche contractuelle par rapport au droit d'auteur, pour lui faire dire l'inverse de ce qu'il voulait, parce que le droit Oui. d'auteur est là pour interdire, alors que les licences libres sont là au contraire pour ouvrir et pour autoriser. Oui, Annabelle? et je Anaëlle? peux, je rejoins totalement, complètement d'accord. Moi, je me suis beaucoup intéressée justement à la gauche de l'auteur, donc le copyleft, grâce à un ami, Antoine Moreau, qui a beaucoup Ah oui, bien travaillé sûr, Antoine, oui. sur appliqué d'ailleurs, pas forcément au logiciel, mais à l'art, parce qu'il y a beaucoup Tout à de fait. liens très intéressants avec l'esprit hacker. Tout à fait. Et donc, oui, et encore une fois, un paradoxe qui est génial ici, c'est que le copyright est utilisé non pas pour restreindre l'utilisation, mais pour la protéger. Quelque part, on utilise la contrainte pour garantir la liberté. Et c'est ça que j'aime beaucoup et qui me plaît dans ces logiciels libres et en fait, cette création juridique. Parce que là, on utilise le droit pour protéger la liberté pour tous. Et en imposant à l'intermédiaire de ne pas s'emparer d'un produit qui aurait pu être dans le domaine public, mais vu que certains peuvent l'utiliser pour en faire un produit privatif, on a ces paradoxes. Et d'ailleurs, on peut aller plus loin, mais quand on voit aujourd'hui la démocratie elle-même, qui, à force de tolérance, peut tomber dans une dictature dystopique. Et c'est un petit peu comment utiliser le droit, justement, pour garantir une liberté. Parfois par la contrainte. On est malheureusement obligé de passer C'est par ça. marrant parce que si je synthétise ce que vous dites, ça crée une sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'en Oui, gros, l'IA générative, les acteurs de l'IA générative qui sont finalement des gens qui sont dans l'industrie, donc quelque part similaires dans leur positionnement, on va dire, capitalistique, restituent une liberté en faisant que tout devient, en gros, tue la propriété intellectuelle, peut-être d'une certaine manière pour le bénéfice du plus grand nombre. C'est un peu concurrentiel, c'est comme s'ils voulaient flinguer l'industrie d'avant en tuant la propriété intellectuelle avec l'IA générative et en faisant que, en fait, ils considèrent que la propriété n'a plus d'utilité, seul le service, juste seule la fourniture du service devient prédominante. T'es pas d'accord, Sébastien? Je pense que tu vas trop loin. D'accord. Quand on fait le parallèle, par exemple, avec logiciel libre versus logiciel privatif, le logiciel libre ne tuera jamais le logiciel privatif. Il Mhm. il D'accord. prend une place importante, mais dans un certain nombre de situations, l'auteur ou l'autrice d'un logiciel privatif n'a aucun intérêt à le faire entrer dans le domaine du logiciel libre. Quand c'est le cœur de métier Mhm. d'une entreprise ou d'une industrie, elle n'a aucun intérêt à rendre libre son code. Si c'est pour faire de la bureautique, Mhm. c'est très intéressant de mutualiser le coût en utilisant la logique du logiciel libre. Mhm. En revanche, quand c'est le cœur du métier, il n'y a aucun intérêt. Donc je pense que ça ne tuera pas. Pour Oui, pousser l'analogie peut-être. mais comment tu Oui. peux, d'un point de vue preuve, et regarde, imagine que j'ai un peu d'argent, je prends Suno pour générer plein de types de musique. Je vais créer suffisamment de musique proche pour pouvoir faire que n'importe qui sort une musique, bah en fait, je dis, bah, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait, c'est un plagiat. Ça veut dire que pour Tout à qu'il y ait une fait. propriété intellectuelle, il faut qu'il y ait une originalité.
Si on Tout à tue fait, tout à fait, tout l'originalité à avec fait. l'IA Tout à fait, ça, je suis générative, d'accord là-dessus, je suis d'accord là-dessus. tu Ouais, tout vois, à fait, c'est je suis ça qui me d'accord préoccupe. là-dessus. C'est-à-dire que C'est-à-dire dans la que mesure où l'effort créatif et avec l'optimisation des ouais, hardware, ouais, même si on ouais, atteint un ouais, plafond, ouais, on va se ouais, retrouver avec une ouais. incapacité à prouver la spécificité d'une création parce qu'il y aura quelqu'un qui l'aura générée sans intention. Si ce n'est que tu as quand même un critère qui existe en droit d'auteur. Alors, pas aux États-Unis, c'est différent, avec le copyright, qui risque de gagner Hum, d'ailleurs, hein. Mais en droit d'auteur, tu as quand même une notion d'originalité. C'est pour ça d'ailleurs que depuis la disparition de la liste des œuvres protégées de la photographie en hum, tant qu'œuvre protégée spécifique, maintenant elle ne figure plus hum, que dans une liste énumérative. hum. euh, la 99% des photographies ne sont pas protégées par le droit d'auteur par défaut d'originalité. Donc je pense que ce vieux critère de la Intéressant. que je pourrais synthétiser, même si en droit on ne la synthétise pas comme ça, comme étant une contribution humaine notable, hein, ce que nous juristes, on utilise plutôt en droit d'auteur, l'expression c'est plutôt comme expression de la personnalité de Oui, l'auteur, mais ça revient à la même chose. Je pense que ce critère-là, à droit constant, devrait permettre de continuer de discriminer les œuvres susceptibles de protection de celles qui ne le sont pas. oui. Intéressant. Moi, je voulais justement rebondir sur cette empreinte-là de la personnalité de l'auteur, qui est forcément une personnalité humaine, puisque l'IA ne peut pas se revendiquer une quelconque personnalité. Et donc, on retrouve cette distinction humain-machine, ici, qui serait déployée beaucoup plus que dans d'autres, enfin, comme le copyright anglo-saxon. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette, cette conception française du droit d'auteur, elle est un petit peu romantique. On a toujours cette figure héritée, oui, du romantisme, sans doute du 19e siècle, avec cette figure de l'artiste tourmenté, le génie isolé qui a produit quelque chose Hum, au-dessus des autres, qu'on retrouve encore aujourd'hui là dans cette conception. Et finalement, avec l'IA générative, on n'a plus ça. Parce que l'intention, enfin l'idée, hum. moi je ne crois pas du tout dans la génialité du prompt, pas du tout. Avec un prompt minable, on peut produire un truc magnifique. Et, euh, et, et pour moi, encore la seule originalité, elle serait du côté des ingénieurs, des techniciens qui sont derrière le code. Hum. Et quelque part, c'est un peu subversif, mais les vrais artistes, c'est eux. Et on rejoint non plus une conception romantique de l'art, mais une conception plus traditionnelle, paradoxalement. Ou encore plus paradoxalement, postmoderne, avec la figure de l'auteur et de l'artiste qui a disparu. Mais, ou en tout cas, une conception plus traditionnelle dans le sens où l'art ne se distinguait pas de l'artisanat. Ars, techné, en latin et en grec, Hum. la technique, l'art, c'est de la technique. En Donc, fait, vas-y, on vas-y. peut envisager que des codeurs, des programmeurs, Hum. des techniciens soient des artistes, plus que l'utilisateur avec son prompt, en fait. En fait, l'IA, quelque part, créerait une sorte de méta-artiste. Le méta-artiste, c'est celui qui crée le modèle et qui permet à quiconque de créer ses propres œuvres. Mais on a une sorte de méta-artiste qui prend une grosse partie du travail qui était fait par l'artiste Mm. et on change la frontière entre la création et la consommation d'art ou de divertissement, pour reprendre la dichotomie qu'avait fait Sébastien. Sébastien? Oui, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est une sorte de continuum, c'est un mouvement. Par exemple, l'industrie du divertissement, hein, je refuse de l'appeler industrie culturelle, hein, c'est Hum, clair, avait fait aux États-Unis, je me souviens plus du tout du nom de ce groupe, il y avait un duo de chanteurs, un homme et une femme, euh, qui avaient commencé à tourner dans les discothèques, qui ont sorti un album, et ils ont commencé à se montrer gourmands d'un point de vue financier. hum, Et là, leur tourneur, leur producteur, les a simplement remplacés par des gens qui leur ressemblaient parce que c'est lui qui avait les droits hum, sur l'œuvre qui était produite. C'est-à-dire que les artistes qui les ont remplacés leur ressemblaient apparemment pas mal,
au point de vue voix, dans la mesure où c'était travaillé en studio, il n'y avait pas de différence, le public n'a absolument pas vu la différence. Hum. C'est-à-dire que tu as une production industrielle de l'art, et une fois de plus, l'industrie est en train d'essayer de récupérer par ce biais-là ce qui lui a échappé il y a 20 ans avec l'émergence des contenus libres et des licences libres. Mais à vous écouter, ça voudrait dire qu'en fait, enfin, moi, je me tromperais complètement sur tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle. C'est qu'en fait, il n'y a pas c'est pas un sujet critique, mais on a plutôt d'autres choses à créer, à redéfinir. Mais en fait, il n'y a pas de criticité entre l'IA générative et la propriété intellectuelle, selon vous. C'est intéressant, je vais changer mon point de vue parce que des Je me bons trompe arguments. peut-être, hein, je Non, me non, trompe peut-être, hein, mais il y a des choses, puisque le droit n'est pas mon domaine, ce que tu as dit sur l'originalité, ce qu'a expliqué aussi Anaël, je trouve que, comment dire, ça fait du sens. C'est très intéressant. Ça, je vais évoluer, je pense. Excusez-moi, hein, en live, oui, ça m'arrive d'évoluer. Mais ce qui est passionnant, c'est que justement, ça nous interroge sur les paradigmes qui sont les nôtres, qui ne sont pas forcément conscientisés, et qu'est-ce qu'on a cherché à protéger, en fait, lorsqu'on a créé, lorsqu'on a eu ces mécanismes. Mais peut-être qu'on a suffisamment parlé pour ce sujet. Bah, comme tu veux, moi, je te trouvais ça passionnant, pas passionnant. Bah, écoutez, d'autres choses à dire, Sébastien? sur le droit d'auteur, la façon dont il est Ouais. né est assez intéressante. C'est-à-dire que ça naît à la fin du XVIIIe siècle pour protéger l'auteur contre l'industrie culturelle de son époque. Hum, Quand Beaumarchais va créer la Société des auteurs dramatiques, ou des gens, je sais pas, la Société des auteurs dramatiques, c'est pour se protéger contre l'industrie culturelle de son époque, c'est-à-dire les directeurs de théâtre qui considèrent qu'ils sont propriétaires des pièces qu'ils montent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tu as un projet de loi qui va chercher à dire exactement le contraire d'un projet de loi né sous le Front populaire. Projet de loi Jean Zay qui protège le travailleur intellectuel. Bon, l'histoire a fait que le Front, le Front populaire n'a duré qu'à peu près 18 mois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je me souviens jamais, je crois que c'est à Gaston Gallimard que le gouvernement de Vichy confie le soin d'écrire un nouveau projet de loi sur le sujet, qui va devenir notre bonne vieille loi de 1957, qui a été codifiée dans notre code de la propriété intellectuelle de 1992 ou 96 ou 95, je ne sais plus. C'est-à-dire que c'est un projet qui est écrit par et pour l'industrie, et pas par et pour les auteurs, contrairement au titre qu'ils portent. Ah, intéressant, intéressant. Ok, super. Oui, je pense que sur la partie droit, bah, je vais essayer de quand même fouiller. Il y a plein de choses à dire encore, mais voilà, sur la partie propriété intellectuelle. Moi, je pense que pour glisser un peu, est-ce qu'on n'a pas besoin, en termes pour les informaticiens comme moi, de créer de nouvelles formes de licences autour de l'IA? Parce que je vois par exemple sur les aspects open source, la notion d'open source en matière d'IA, elle est compliquée. C'est le modèle, c'est l'algorithme qui a permis d'entraîner le modèle. Pour moi, il y a quand même les datas qui ont été collectées, donc ça aussi, ça peut poser des questions. Et je me pose la question de savoir, est-ce que les licences actuelles, moi je pense que oui, je suis un fan de la GPL et du MIT. Honnêtement, le MIT, c'est juste par fantasme, parce que j'adore c'est pour moi, dans mon métier, c'est un mythe. C'est là où il y avait un lab d'IA absolument incroyable avec des gens comme Patrick Winston. Donc pour moi, il y a ça. Mais est-ce qu'on va devoir recréer un cadre juridique autour de l'open source parce que l'IA apporterait quelque chose de différent ou pas? J'ai pas l'impression. Je pense que surtout qu'on applique mal les licences aujourd'hui. Vous en pensez quoi, Anaëlla? Oui, je pense qu'on n'a pas besoin de créer. Il y a plein d'outils juridiques qui sont très bien, qui existent, mais qui ne sont pas suffisamment utilisés, appliqués, même connus parfois. D'accord, ok, intéressant. Sébastien? Oui, oui, même chose. Hein. Il faut toujours raisonner en juriste, il faut raisonner à droit constant. Une situation nouvelle, est-ce que le droit actuel suffit à résoudre le problème nouveau? Quand le premier accident automobile a eu lieu, qui a donné lieu à une décision de justice à la fin du 19e siècle, on a appliqué le droit de la responsabilité civile français qui date de 1804, qui s'applique en France et en Belgique avec les évolutions belges après. On n'a pas eu besoin de créer une nouvelle loi. C'est qu'un siècle plus tard qu'on a créé une nouvelle loi, la loi Badinter, qui n'est pas une loi de responsabilité, mais une loi d'indemnisation. D'accord. Donc,
à droit constant, à mon avis, j'ai l'intuition que les licences actuelles suffisent à répondre aux problèmes D'accord. nouveaux. Très bien. Ok, donc je vous propose de clôturer cette partie-là et on va attaquer une petite partie que je vais devoir un petit peu introduire plus précisément, puisque c'est un peu l'origine de ma mise en contact et de nos différentes actions avec Anaël en Suisse ou ici maintenant avec toi. À la base, Anaël m'avait contacté, on a commencé à parler de droit, d'intelligence artificielle, et on avait une première idée qui consistait bon, c'était une idée théorique, il faudrait la mettre en œuvre, qui consistait à dire on récupère toutes les jurisprudences, tous les jugements, et on entraîne un modèle LLM pour régénérer le droit à partir de ce qui est jugé effectivement. Première chose. Deuxième chose, c'était dire, et après, on va s'amuser à analyser l'écart entre le droit tel qu'il a été pensé par le législateur et tel qu'il est appliqué. Et là, on a un crash. Ah, c'est l'effet démonstration, ça. Non, ça n'existe pas l'effet démonstration. Moi, je fais l'effet chat noir. Dès que tu me donnes un truc, je tombe sur des bugs. D'accord. C'est pas une blague, hein. Je suis un putain de chat noir. Bon, allez, on y va. Excellent, c'est excellent parce que c'est un don très précieux, ça. Ouais, je suis pas sûr que ça soit très précieux, mais on va dire ça comme ça. Si, hein, pour avoir un logiciel durci, hein, t'as tout intérêt à avoir des chats noirs dans ton équipe. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que c'est maintenant moi le boss, donc c'est un peu la merde. Donc voilà. Alors, plus sérieusement, allez, on y va. 3, 2, 1. Je vais la faire plus courte. 3, 2, 1. Bon, on va attaquer la dernière partie de cette conversation. On va parler de théorie du droit, puisque c'est comme ça qu'Anaël et moi, on s'est rencontrés, on a commencé à échanger, à discuter. L'une des idées qu'on a eues au départ, c'était d'utiliser l'IA générative, c'est-à-dire d'entraîner notre propre LLM ou SLM à partir de l'ensemble des jugements pour pouvoir après régénérer le droit, non pas à partir de son intention législative, mais à partir de son application. C'était la première étape. La deuxième étape consistait juste à dire, comme travail de réflexion, après on va aller faire la mesure de la différence et typer grâce à l'intelligence artificielle le type de droit qui est plus soumis à une différence entre l'intention législative et son application, puisque dans le droit, vu que le droit régule la vie réelle, il y a par nature une forme d'incomplétude. C'était un peu notre approche de base, et puis après c'est greffé un peu ces histoires autour de la fameuse pyramide de Kensel, où avec Anaël on a commencé à aborder ça de manière un peu différente, mais je passe la main tout de suite à l'experte en théorie du droit. J'allais faire un roulement de tambour, mais je n'ai pas de tambour. Anaël. Oui, et surtout, c'est absolument pas nécessaire. Donc, un qui vient comme un cheveu sur la soupe dans une vidéo qui vise à parler de l'IA. Mais je m'explique, j'avais écrit un article où il était question de la fameuse pyramide des normes de Hans Kelsen. Et j'avais, bon, sans doute un peu naïvement, parce qu'après, tu m'avais un peu fait des critiques de mon article, je ne sais pas si tu te souviens, Oui. mais j'avais un petit peu naïvement voulu rapprocher quelque part la théorie pure du droit de Kelsen. La confiance dans les mathématiques et qui avait... Anaël, il faut que tu reprennes, ça a tout coupé. Je craque. Je sais pas pourquoi. Je suis désolé. Ah, Vas-y. c'est pénible. En plus, je parle d'un truc un peu abstrait, donc je dois faire des efforts. Je suis désolé. Donc vas-y, tu parlais de la pyramide de Quetzal. Vas-y, reprends maintenant. Reprends à 30 secondes. Ça a craqué à partir de où? Parce que je sais plus, moi. Je sais plus non plus. Bon, alors, je pense que c'est à partir du moment où tu évoques Kelsen, la fin du 19e. Oui, voilà, donc j'ai en effet écrit un article où je tentais de rapprocher la démarche de Kelsen de celle des mathématiciens et des logiciens du 19e siècle, enfin de la fin du 19e et du début du 20e, avec le programme de Hilbert qui cherchait en fait à restaurer la confiance des mathématiciens en réduisant les mathématiques à un système formel, axiomatique. Et l'idée, c'était qu'il n'y avait pas de référence au sens, au contenu, mais c'était un pur système, un ordre graphique pour éviter les contradictions. Et en fait, moi, j'avais pensé qu'il y avait
des liens avec Kelsen, qui avait également fait quelque chose d'assez similaire en tentant de réduire les règles juridiques à des, à des propositions, enfin, à des propositions quasi logiques, en fondant le droit sur sa propre structure interne. Et la fameuse pyramide des normes. Ça va, je n'ai pas été coupée là? Non, ça va. OK, donc je continue et donc l'idée de l'article, c'était aussi de montrer, une forme d'incomplétude avec, la question de la grande norme, de la régression à l'infini. Bon, je passe, parce que c'est un peu abstrait et ça va pas nous intéresser, mais notre discussion, elle était, un petit peu en lien avec, voilà, Kelsen, Hilbert et les résultats de Gödel sur l'incomplétude et donc en fait, hem je voulais revenir sur ce que tu disais sur la part d'incomplétude et d'indétermination du droit et j'ai et je pense que Sébastien sera d'accord avec moi, mais je pense que non seulement, le droit ne peut pas tout prévoir, mais il ne doit pas tout prévoir non plus. Parce que justement, il y a cette part d'herméneutique, d'interprétation, de liberté. C'est c'est un peu comme des interstices dans lesquels, heu, le le juge va pouvoir, avoir sa propre interprétation de la norme et de prendre en compte le contexte, le litige qui a toujours ses spécificités, parce qu'on peut pas, il y a pas un tout totalisable que le droit pourrait enfin, la carte n'est pas le territoire et le droit doit quelque part avoir ses donc il y aura toujours un gap entre la réalité, telle qu'elle nous apparaît phénoménologiquement et le droit. Mais Sébastien, j'aimerais bien avoir ton avis du coup, parce que j'ai trop Ah parlé. oui, j'appelle ça le principe d'économie législative, c'est-à-dire qu'il faut peu de lois, hein, mais des lois qui soient générales. Hein. Je reviens toujours au principe de la responsabilité civile du début du 19e siècle, qui est encore, c'est un texte qui date de 1804, qui a été modifié à la marge. Je le citais entre autres dans les années 80 avec une politique assurantielle. Mais la logique générale est là. Il ne faut pas que la loi devienne une casuistique qui prévoit tel cas, il faut faire ci, tel cas, il faut faire ça. Ça, c'est l'anti-modèle. C'est vraiment la direction dans laquelle il ne faut pas aller. Hein. Et alors ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ça m'a fait penser ce que tu disais en partant donc de la logique de Kelsen, qui est d'ailleurs souvent mal reçue en France, parce qu'apparemment les traductions françaises ne sont pas bonnes. Hein. Je pense aux travaux d'un jeune collègue qui s'appelle Sacha Sidoric sur le sujet, avec qui je peux te mettre en contact. Mais pour moi, le droit, parce que j'ai découvert le droit après avoir découvert l'informatique m'a aidé énormément dans mes études de droit. Parce que le raisonnement juridique, c'est rien d'autre qu'un organigramme d'ordinateur. Même si l'organigramme n'est plus vraiment utilisé maintenant de façon productive dans la production du programme informatique actuel, la logique générale du droit est la logique générale de l'organigramme, c'est-à-dire un contrat, est-ce qu'il est formé ou pas? Si oui, il va produire ses effets, sinon il ne les produit pas, mais il peut y avoir une responsabilité extra-contractuelle. On peut vraiment calquer ce raisonnement juridique sur l'organigramme informatique. Oui, et c'était justement l'un de mes, enfin, j'ai voulu montrer un petit peu parce que ce sont 2 types de normativité aussi, Oui, heu tout à fait. et L'un ces 2 disent l'autre. normativités se répondent parfois, heu Ouais. mais ah mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai plein de choses que que je veux aborder, mais ça va être un peu abstrait. Mais Kelsen, c'est aussi le père de cette dichotomie entre le Sein et le Sollen, entre l'être et le devoir-être. Et on sait que les règles juridiques, éthiques appartiennent au devoir-être. Et on a le monde, la réalité, les litiges, eux, ne sont pas dans le devoir-être, ils sont dans l'être, ils sont dans le Sein. Et le problème de l'IA, en tout cas le problème théorique que certains voient déjà pointer, c'est qu'on a des systèmes d'intelligence artificielle qui vont quelque part s'entraîner sur des corpus liés au passé statistiquement et réduire, plaquer quelque part le devoir-être, le Sollen, qui est le monde du droit, sur le Sein, comme si on n'avait pas un autre niveau.
Oui, mais Comme si ça, c'est ouais, peut-être un signe d'incomplétude de l'informatique et de l'IA. Ça veut dire qu'on a une tendance aujourd'hui à penser l'IA autour des LLM en excluant tout le reste. Mais je pense que là, ce que tu dis est plutôt lié au fait que l'offre IA n'est pas encore assez mature. Rien ne nous mmh, empêche d'avoir des LLM qui soient entraînés pour faire du droit, mais sur lequel on applique d'autres types d'algorithmes pour, par exemple, analyser l'évolution du droit et anticiper les évolutions futures par analogie ou similitude. Il y a des algorithmes en IA qui font ça, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs, on a un problème pardon, de l'IA qui n'est pas assez complexe et pointu pour pouvoir être un vrai outil aussi bien dans l'application du droit oui, que comme outil de recherche pour les gens qui font de la recherche en théorie du droit. Je pense qu'on a tendance aujourd'hui dans notre réflexion à être trop LLM centré, qui est ce que tu dis, hein. Les LLM, c'est du consensuel. Alors que dans le droit, il y a des cas, et pas que dans le droit, dans tous les domaines, moi je l'ai vu en pharmacologie quand j'ai fait certains tests en utilisant des LLM, ça marche bien pour des réponses évidentes. Mais pour des réponses atypiques sur des problèmes, et en général, quand la réponse est évidente, il n'y a pas de contentieux. On va mmh. aller au contentieux. Alors, si, il y a du contentieux, évidemment, il y a plein de contentieux, mais je sais. Mais bon, excuse-moi, il y a moins d'espace pour le contentieux. Mais quand on a des cas particuliers, on a plus besoin d'un arbitrage et les étapes de pré-contentieux risquent moins d'aboutir à un accord. Non? Là où je pense que les LLM pourraient être, potentiellement intéressants, ce serait par exemple et on en revient à Kelsen et sa fameuse hiérarchie des normes, détecter les contradictions parce qu'on sait qu'on a une inflation, normative, Hum, énormément de réglementations et on sait que forcément, il y a des, enfin, c'est la fameuse question prioritaire de constitutionnalité. Il y a des hum. règlements, des lois qui ne sont pas conformes à la Constitution et sans doute que ces systèmes-là peuvent détecter les anomalies, les contradictions, les non-conformités. Ah, mais Ça peut être c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'on pourrait fournir à terme, pour boucler la boucle, des outils aux législateurs que quand un législateur pense un droit, en fait, il y ait une IA qui évalue sa constitutionnalité et en gros, on pourrait avoir des outils qui aident les législateurs à produire du droit un peu plus intelligent et peut-être à produire un peu moins, parce qu'on a aussi un problème de oui, surcréativité au niveau des législateurs. Et c'est peu exactement, il y a dire. une Par inflation, exemple, tout ce qui est droit avec des contradictions, parce que c'est pas le même type de droit, c'est pas la même administration, je pense qu'il y aurait un chantier génial, avec un risque de créer un trou noir spatio-temporel tellement que c'est compliqué. Mais quand on voit, on prend l'IA, par exemple, tout ce qui est IA des années 70, symbolique d'analyse par contrainte, on appliquerait, j'allais dire, du bon vieux progol marseillais à l'ensemble des réglementations et du droit, on pourrait, à mon avis, aboutir à quelque chose d'extrêmement intéressant en termes de récréation ou de pas de normalisation, mais un peu mettre un peu d'ordre dans ce chaos qu'est qu'est mmh. l'ensemble des droits et règlements. Je ne sais pas, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être là un truc, un sujet absolument incroyable d'utilité publique en termes d'application de l'IA et pas que des LLM, hein? Oui, que ce soit un outil de plus au service du travail législatif, je n'en doute pas. Mais une fois de plus, il ne faut pas que ça remplace le facteur humain, parce que d'une part, il ne faut pas que le législateur, que ce soit un ordinateur qui soit le législateur à la place du législateur. Il faut qu'il y ait un choix politique, même s'il est contestable. Moi, en tant qu'expert, le nombre de fois où j'ai rédigé des avant-projets de loi, des avant-propositions de loi qui étaient de très grande qualité, puisque c'était évidemment, ça sortait de la plume, et qui soient biffés d'un trait de plume Hum, avant même les amendements hum. lors des travaux préparatoires. Et il ne faut pas que le fantasme du juge robot, c'est non, et le fantasme du législateur robot, c'est non aussi. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que je suis d'accord, mais c'est vraiment l'usage qui fait la différence. Même si ces bateaux disent ça, c'est un gros poncif, hein. Pourquoi? Parce que je pense que l'IA peut nous amener, par exemple, des outils, les mêmes outils qu'on peut utiliser dans le domaine du renseignement d'autres, peut amener le législateur
à mieux comprendre, par exemple, l'impact du droit qu'il va produire, avec les effets probables, les effets comment dire, tous les effets avec des causes, des conséquences cumulées, etc., les effets dominos. Et donc, je pense que on peut penser la construction d'un outil d'IA qui favorise un droit qui sera finalement plus durable, parce que si il génère quand on crée une nouvelle loi qui va s'opposer à d'autres règlements, forcément on va créer un stress dans le système. Enfin, moi je vois ça comme ça. Je suis pas juriste, c'est vous, hein. Mais est-ce qu'on n'aurait pas l'utilité à créer un outil d'IA qui facilite autant le travail des juges que du législateur pour comprendre aussi bien l'application que la création du droit en termes d'évaluation des faits, soumettre des hypothèses, pas dire c'est pas bon ou c'est bon, pas être blanc ou noir, mais juste dire attention, peut avoir une conséquence sur ci, une conséquence sur cela. En gros, d'augmenter la compréhension systémique du législateur ou du juriste sur l'effet de sa proposition. Je déconne ou en disant ça, ou est-ce qu'on n'a pas une situation? Moi, je le vois par exemple la vision belge des Français, c'est que quand ils transposent le droit européen, ils en font toujours une version beaucoup plus dure, contraignante ou qui sert des intérêts, c'est-à-dire qu'ils modifient toujours quelque chose, avec deux conséquences, du recours européen, mais surtout, ça permet de dire que c'est à cause de l'Europe, alors que dans les autres pays, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est-à-dire quand il y a un problème en France qui est lié au droit européen, et qu'on regarde les autres pays européens, ils n'ont pas le même problème. Où est la blague? Oui, alors, il se trouve qu'Anaël et moi, on a fait tous les deux notre thèse en rapport avec le droit de l'Union européenne. Donc, on va sans doute avoir à peu près la même réponse. Il s'agit de la transposition. Il y a des textes d'application directe qui sont des règlements, mais il y a beaucoup de textes qui ne font pas d'application directe, qui sont des directives qui doivent être reçues en droit interne. Et moi qui m'intéresse beaucoup à la Grande-Bretagne, qui passe mes vacances depuis plus de 40 ans, la façon dont les Anglais, quand ils étaient encore dans l'Union européenne, et tant mieux qu'ils en soient sortis, parce qu'ils ont tout fait pour l'investir. Enfin, ça, c'est le petit coup de griffe sage. Il n'y avait jamais de problème de transposition parce qu'il y avait un texte anglais, un texte britannique qui disait la directive Intel est transposée en droit interne à charge pour les juges de gérer les difficultés d'application. Alors qu'en France, on a une tradition Louis XIVienne, où on cherche à tout réglementer. Je m'arrête là pour laisser Anaëlle, qui est la spécialiste, Merci Sébastien. C'est compléter ce que j'ai abordé. Non, mais c'est exactement ça. On a eu le même réflexe, règlement, directive, transposition, marge d'appréciation laissée aux autorités nationales. Moi, j'ai fait ma thèse sur la subsidiarité, donc on a bifurqué sur un domaine qui est vraiment ma spécialité. Mais du coup, c'est ce qui m'intéresse le moins, parce que je connais par cœur. Mais juste pour dire que ça va toujours dépendre du texte lui-même. Parfois, il y a des exceptions autorisées, parfois, il y a un renvoi, parfois, les modalités sont diverses et variées. Donc, c'est sans doute un peu caricatural de dire que la Belgique, toujours, elle durcit, elle va. Mais c'est vrai que politiquement, c'est aussi un stratagème pour rejeter sur l'Europe tout un tas de choses. Mais je voulais revenir sur autre chose, Oui. sur le fait que l'IA, effectivement, en tant qu'outil pour le législateur ou pour le juge, elle peut être utilisée à la fois en amont et en aval. En amont pour synthétiser, voir pourquoi telle loi serait intéressante à avoir, et en aval sur également automatiser la compliance, toutes ces choses-là, et également vérifier si le droit est appliqué. Tout ça, on pourrait imaginer. Mais c'est pas parce que c'est faisable que c'est souhaitable, déjà. Et je rejoins Sébastien sur le facteur humain, parce qu'on risque d'avoir quelque chose d'automatisé, de déshumanisé, et pas forcément intéressant pour la société. En tout cas, pour une société libérale, démocratique, et en termes de protection des droits fondamentaux également. Quel recours en cas d'erreur, toutes ces choses-là, il faudrait repenser peut-être tout un système. Donc, c'est pas aussi simple. Encore une fois, on peut simplifier, mais on peut complexifier et créer des nouveaux problèmes qui n'existaient pas avant. Mais moi, peut-être là où je pense que l'IA pourrait être intéressante, ce serait pour non pas ajouter des lois, en créer d'autres, mais en réduire. Là où il y a des doublons, là où il y a des contradictions, là où il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, là, on pourrait très bien imaginer un système un peu comme un rasoir d'Occam. Oui, mais ça, c'est l'idéal. Mais je pense sincèrement que c'est réaliste, que ce ne serait pas très coûteux, mais que le sujet est tellement, comment dire, politique,
qu'il serait biaisé automatiquement ou c'est-à-dire que je pense vraiment, mais je vois aucun parti politique proposer ça, alors que la proposition de dire, bah, on a plein de règlements, on les transforme en contraintes qui sont basées sur des caractéristiques et on va utiliser des moteurs de contraintes pour voir ça et après on va utiliser de l'IA générative pour rééquilibrer le système, c'est absolument pas déconnant, c'est un travail scientifique réaliste, faisable et pas extrêmement coûteux. Mais je pense sincèrement, non, non, je pense que on fait des choses en termes de complexité. Quand je vois moi avec mes 8 ordinateurs, ce que je suis, avec 9 maintenant, ce que je suis capable de faire, c'est quand même, je pense sincèrement que c'est pas inaccessible et ça nécessite pas des moyens, ça nécessite pas d'avoir un super calculateur. Ça. Par contre, je pense que le contexte politique, le corporatisme et plein de choses comme ça vont se gréver dessus, ça ferait que ce serait pas applicable. Je vois pas, c'est-à-dire que dire attention, je pense qu'il y a beaucoup d'humains et beaucoup d'intérêt dans les règlements et les interprétations et le droit actuellement. C'est un peu le ressenti que j'ai. Mais je peux avoir tort. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de ça. Je le voyais par exemple quand je voyais parfois plusieurs députés faire la même proposition. Est-ce que tu connais, on va attendre que Canaël Ouais. revienne, est-ce que tu connais la loi Balai française qu'il appelle la loi Balai, qui doit s'appeler le bureau d'abrogation ou d'analyse des lois anciennes et inutiles, Non. qui était une initiative parfaitement louable de simplification du droit. C'est un chantier immense et je suis très loin de partager ton enthousiasme au sujet de la résolution de Ah non, ce non. problème Moi avec l'intelligence artificielle. je pense que justement aujourd'hui l'IA permettrait de régler ce problème, mais qu'ils ne le feront pas parce que c'est politiquement incorrect. Je pense qu'il y a trop d'intérêts privés portés par plein de législateurs. Je vois la FNSEA, ce qu'ils font. Enfin, j'ai beau être de droite, moi, on peut être de droite et être éthique. Hein. On n'est pas obligé d'être des enfoirés. Hein. Depuis la mort de Boulin, je sais que c'est plutôt le cran Pasqua qui a gagné, mais voilà, et je regrette. Hein. Je pense qu'on peut être éthique et de droite comme on peut être éthique et de gauche et réciproquement. Et je crois en plus en tout, mais je pense qu'il manque cette chose-là, tu vois, il manque Ouais, la voilà, volonté je pense que, politique. la capacité technologique algorithmique grâce au LLM qui complètent le reste permettent de le faire. Ouais, j'avoue, je suis assez sceptique vis-à-vis de ton optimisme quand même. Hein, j'ai vraiment l'intuition inverse. Alors, d'une part, je comprends bien ce que tu dis au sujet des intérêts privés, mais ça, c'est un problème politique avec, je l'ai vécu, ayant fait ma thèse en droit communautaire, j'ai bien vu comment fonctionnaient les lobbies aussi en France, en droit interne, la façon dont ils vont influencer le travail du législateur. Mais ça, c'est un problème humain. Je sais plus. Je sais plus non plus. Ouais. Oh putain, c'est épuisant. C'est épuisant. Bon, on a eu encore un crash. Je dois vous avouer que ce matin, la connexion au serveur de conférence était, comment dire, hasardeuse. On avait des doutes, des grands débats avec Sébastien. Non, c'est pas la plateforme, c'est Jérôme, machin, etc., etc. En fait, il s'avérait que c'était bien la plateforme. Je la nommerai pas, même si elle est marquée, il faudra que je la cache en haut, le machin. Donc je vais la virer sur mon écran parce que je la vois. Mais mais voilà, donc on avait un bug ce matin, ça arrive, pas de chance, ça m'arrive souvent, je suis un chat noir. Donc on va passer directement à la conclusion puisque la vidéo a largement dépassé l'heure. De toute façon, il y aura assez de contenu avec le montage quand même, ça va faire plus d'1 heure, ça c'est certain. Et on va faire deux choses. D'abord, chacun, on va émettre un peu nos conclusions et on finira après par autre chose. Mais on va commencer d'abord par les conclusions. Je vais être élégant. Anaëlle, qui a été très courageuse parce que les histoires d'informatique, je l'ai vu qu'à un moment ça l'énervait. Elle avait envie de me taper avec l'ordinateur à distance, m'envoyer une bombe de Strasbourg à Bruxelles. Anaëlle, je t'écoute. En conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, sur cet échange et un peu sur tous ces aspects de l'IA et le droit? Oui, déjà, je suis à Paris, donc ça aurait été une bombe envoyée depuis Paris. Je sais pas, peut-être que l'impact aurait été moins. Mais sur la conclusion, il y aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être reboucler sur ce qu'on disait au début, sur l'importance de préserver les jeunes cerveaux. Ça, c'est sur le plan à la fois juridique et éthique, c'est quelque chose qui va être, qui va, je pense, mobiliser le pouvoir politique, essayer de préserver le
la connaissance, Mmh. voilà, je suis fatiguée à cause de tous ces problèmes. La connaissance, l'accès à la connaissance, un usage qui serait raisonné de ces outils qui, par ailleurs, sont formidables et qui permettent, y compris dans le droit, de faire des choses, très intéressantes, de gagner du temps, Mmh. heu, à condition de bien les utiliser, à condition aussi de bien les comprendre. Donc peut-être, une forme d'éducation, de à l'école, essayer d'éduquer les esprits, heu comment dire? Montrer les avantages, mais également les limites de ces outils. On n'a pas beaucoup parlé, par exemple, des biais, des, enfin, en droit, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, la question de comment on Mmh. débiaise tous ces systèmes, qui peuvent, générer des formes de discrimination, systématiser, amplifier des Ouais. discriminations qui existent déjà dans la vie réelle. La question des données, avoir un corpus de données qui soit propre, pas trop Mmh. lacunaire, de bonne qualité. Donc voilà, il y a plein de choses à dire, hem, mais je sais pas, je vais m'arrêter là, quitte à rebondir si jamais Sébastien a d'autres choses à Mmh. Ah, pour compléter, enfin compléter ou rajouter modestement à ce que vient de dire donc Anaël, à mon avis, il faut que les jeunes générations soient d'abord conscientes de comment ça se passe. En gros, quels sont les biais, Mmh. hein. Ça, c'est la première chose, être conscient des biais algorithmiques. Il ne faut pas qu'ils se rajoutent aux biais humains, puisque dans la mesure où la façon dont fonctionne l'intelligence artificielle, elle ne fait que répliquer les biais humains. La première chose. La deuxième chose, c'est la, la la transparence de l'objet. C'est pour ça Mmh. que j'insistais pour la transparence algorithmique. Donc, être conscient que ça peut être un gigantesque outil, mais un outil, on peut bien l'utiliser ou mal l'utiliser. Et Mmh. donc, être conscient de l'utilisation et avec le risque de la responsabilité professionnelle, par exemple de l'avocat ou du magistrat ou du juriste d'entreprise qui se sera contenté de recracher ce que lui aura recraché l'intelligence artificielle Mmh. et le faire sans aucun esprit critique. Ça, c'est le biais dans lequel il ne faut pas tomber. Moi, ma conclusion, ce serait plutôt le fait que la transparence, je pense pas qu'elle soit possible pour une raison principale, c'est que l'IA, pour qu'elle remplisse la mission qu'on espère qu'elle remplisse, doit devenir beaucoup plus complexe. On a tendance à limiter l'IA au machine learning, c'est-à-dire qu'on entraîne puis on utilise. Il existe des algorithmes qui sont basés sur un objectif, une consigne, et ce qui veut dire qu'on peut avoir des IA qui se débiaisent ou qui partent sans aucun biais, d'une part. Donc je pense que d'abord, on a un problème de surévaluation de la maturité de l'IA à cause de l'effet waouh des LLM, mais qu'on doit avoir des IA plus complexes qui intègrent aussi des systèmes de prédiction pour détecter des dérives, détecter des surprises, qui intègrent aussi de l'imagination. On revient aux piliers originaux de l'IA avec ce qu'on appelle le random, la création, la créativité, et que c'est pas sans, sans un certain niveau de complexité, tout ce qu'on dit autour de l'IA et de l'utilisation de l'IA en droit sera soumis à beaucoup plus de risques et des risques qu'on va encore découvrir au fur et à mesure. Concernant la transparence, je pense qu'elle est vaine à cause de cette hyper-complexité, puisque moi, ma conviction, c'est que l'IA va devenir tellement complexe qu'on va devoir créer une méta-IA qui pilote tous les algorithmes pour les rééquilibrer. Mais par contre, ce qu'on peut faire, nous, c'est évaluer l'IA comme on évalue un humain. Ça ne veut pas dire que c'est un humain, mais un humain, on sait évaluer ce qu'il fait en fonction de ses réalisations, sans forcément comprendre tout ce qui se passe dans son cerveau. On a essayé, et plus ça va, plus on se rend compte qu'on ne comprend pas tout. Donc Mmh. voilà, donc ce serait vraiment ma compréhension, c'est ça. Par contre, là où j'ai adoré cet échange, c'est que ça m'a fait beaucoup évoluer sur la propriété intellectuelle, qui était un peu une obsession. Je me suis rendu compte que parce que j'ai pas de bagage de droit, eh ben, j'avais mal compris les choses. Et je pense que c'est extrêmement intéressant, et donc ça passe un message, c'est que peut-être les gens qui s'intéressent aux licences parce qu'ils créent des startups, etc., doivent se rapprocher d'experts juridiques parce qu'il y a trop de préjugés et trop d'influence peut-être du droit américain sur notre compréhension du droit logiciel. Donc là, j'avoue que moi, je me suis pris une leçon ce matin qui était extrêmement intéressante pour ça.
Voilà pour mes conclusions globalement. Ce que j'aimerais, avant qu'on finisse et qu'on se dise tous au revoir, que si vous avez chacun un conseil à donner à des jeunes étudiants en droit ou à des jeunes avocats par rapport à tout ce qui est lié à l'IA. Anaël? Oui, encore sur la question des biais, puisque Sébastien le disait très justement, ce sont des systèmes qui vont répliquer les biais humains. Donc, en avoir conscience, c'est déjà une chose. La deuxième chose que j'ajouterais, c'est que ces systèmes-là ne se contentent pas de répliquer nos biais et de les amplifier, ils vont également les exploiter, au sens où ce sont des vulnérabilités. Et par exemple, on a le fameux biais d'automatisation, qui fait qu'on va avoir une tendance à croire la machine parce qu'on a tendance à croire la calculette, et on a bien raison de croire la calculette, mais on serait mal inspiré de croire ChatGPT sur parole sur tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas, Sébastien, si tu as vu passer le jugement du tribunal administratif, un référé, concernant un mémoire. Une étudiante avait utilisé l'IA pour écrire tout ou partie de son mémoire, et elle s'est fait rattraper par le conseil disciplinaire qui a décidé de ne pas la poursuivre, mais l'université Sorbonne a attaqué cette décision de ne pas la poursuivre devant le tribunal administratif, qui a dit que en l'absence de règles internes dans les universités qui régissent l'utilisation de l'IA, on peut pas, en gros, on peut rien faire. Et donc là, il y a une sorte de flou juridique énorme en ce moment. Alors, ce n'est pas une décision sur le fond, c'est un référé, mais tout de même, ça interroge. Donc, pour les étudiants qui utilisent, et ils sont très nombreux à le faire, attention tout de même, parce que c'est des systèmes qui ne sont pas, notamment en droit, fiables. Il y a cette vérification, cette complexité aussi de la vérification. Ça veut dire que si nous-mêmes, on n'a pas le niveau, on ne peut pas savoir si ChatGPT ne raconte pas des erreurs. Et c'est ça le problème. C'est que pour l'utiliser, et on revient à ce qu'on disait dans l'introduction, il faut avoir un certain niveau de connaissance, il ne faut pas avoir court-circuité les apprentissages, les phases d'apprentissage. C'est ça le piège de l'IA, quelque part. Sébastien? Ma conclusion tiendra en 2 mots. Mon conseil, c'est continuer d'apprendre. Oui, réellement apprendre. C'est assez marrant parce que en fait, je me rends compte qu'on a le même problème, que ce soit dans le domaine du droit, de l'informatique et ailleurs. Il y a vraiment quelque chose qu'on doit faire. Et là où je vous rejoins, c'est moi ce que je dirais à des jeunes, alors pas étudiants en droit parce que c'est pas mon domaine, mais en informatique, c'est d'utiliser l'IA en gardant le contrôle de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire qu'en gros, on doit absolument, comme pour vous, on doit continuer à faire des synthèses, on doit continuer à développer, à utiliser l'IA ponctuellement, correctement, pour des tâches qui ne nous permettent pas de monter en compétence. Dès que l'IA, et ça c'est intéressant parce qu'il y a un gars que j'aime beaucoup, avec qui je me suis fâché il y a quelques temps, mais je ne sais pas me réconcilier avec lui, Marc Cavazza, qui est prof d'IA. Il m'avait expliqué une chose, c'est qu'il ne faut pas confondre performance et capacité. L'IA amène la performance, permet aux étudiants de croire qu'ils vont faire le mémoire, qu'ils vont faire ceci, avoir les notes. Sauf qu'ils oublient une chose, c'est que les notes, la performance, a pour but d'évaluer la capacité. L'IA, en s'interfaçant là-dedans, casse cette connexion directe entre performance et capacité, avec pour moi un désastre important, probable, fortement probable. Et maintenant, c'est peut-être à moi, par exemple, de faire des vidéos qui expliquent comment bien utiliser IA. J'aime bien débunker, mais peut-être tant que je me bouge le cul à ce niveau-là. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est juste de se dire au revoir. On reste en ligne juste après que j'ai coupé l'enregistrement pour nous se dire au revoir. Mais voilà, je voulais d'abord vous remercier énormément. C'était vraiment une discussion, malgré tous les problèmes techniques qu'on a eu à cause de cette plateforme qu'on m'a conseillée. C'était vraiment passionnant, très intéressant. J'espère que, voilà, que vous avez apprécié. Et je vous laisse tous les deux le mot de la fin. Qui veut commencer? Sébastien? Et on laisse Anaël finir et dire au revoir à tout le monde à la fin? Allez, Euh, Sébastien, juste dire au revoir, quoi. Oui, il s'agit juste de dire au revoir. Tu Alors. fais comme tu veux. C'est le dernier D'accord, mot. d'accord. Non, donc je disais que l'important, c'est de surtout ne déléguer à un outil que ce qui concerne réellement la capacité d'outil et pas la capacité de l'humain. Anaël? C'est l'heure de Moi, dire au revoir. un seul mot, c'est l'incomplétude. Quelque part, il faut
peut-être laisser une place à l'incomplétude et à l'incertitude. L'IA ne peut pas tout rigidifier, prévoir, cartographier. Pour moi, ce serait une dystopie. Ça roule. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, bah, pour ceux qui me suivent, bah, vous savez, Sébastien, pour les peu sur ma chaîne qui connaissent pas Sébastien, c'est le papa de la chaîne. Vous avez le droit et d'un chat qui s'appelle Tricotine qui le torture régulièrement. Donc, je vous recommande sa chaîne. Je vous ai mis les liens en commentaire. Anaël n'a pas de chaîne YouTube. Je vais déjà essayer de faire qu'elle ait un robot Pepper prochainement parce que j'ai toujours la proposition que je t'ai faite. Tu sais que j'ai des robots Pepper à récupérer, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je vous mettrai quand même les liens vers les profils LinkedIn d'Anaël aussi, parce que c'est quelqu'un qui est intéressant à suivre et que j'apprécie beaucoup. Sur ce, bah, ciao à tous. Allez, au revoir.